s'asseoir sur tous les panels pour que l'Ivoirien comprenne vraiment la vraie souffrance. Parce que c'est impossible. On ne peut pas vivre comme ça. Si j'étais dans les autres pays, mais il y a longtemps, la population est sortie. Mais l'Ivoirien aime tellement regarder les choses faire. Et c'est au dernier moment, il se rend compte que oui, il est dans la merde. Donc vraiment, j'ai très mal. Très mal pour nos parents qui sont dans les campagnes, pour nos parents qui sont même en ville. Donc, je ne fais que vous dire merci. Merci pour le combat et la lutte continue. C'est juste ce que je tenais à dire. Je vous dis merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, le sourire. Merci beaucoup. Je pense que les Ivoiriens ont compris. Hein. C'est parce qu'ils savent que les Ivoiriens ont compris qu'ils ne veulent pas mettre le nom des candidats sur la liste électorale. Parce qu'ils savent que les Ivoiriens attendent juste le moment pour les sanctionner dans les urnes. Les Ivoiriens sont très conscients. Si les gens m'ont donné des témoignages qui n'ont même plus peur, étant en Côte d'Ivoire, de parler sur les panels, en l'occurrence sur le panel de Soulé de Paris, parce qu'ils savent que sur le panel de Soulé de Paris, même les officiels écoutent. Ils sont là dans les commentaires, souvent même avec les faux noms. Ils sont là, ils écoutent, ils entendent. Et si les Ivoiriens n'ont même plus peur de monter sur les panels pour expliquer leurs problèmes, pour dire ce qui se passe, c'est parce que les Ivoiriens ont effectivement compris. Donc, je ne pense pas que ces Ivoiriens-là aient peur. Les Ivoiriens attendent juste le moment opportun pour sanctionner ce pouvoir-là. C'est très important. Le conseiller... Je voulais ajouter quelque chose, je ne sais pas si c'est possible. Ok, vas-y, en 1 minute, et puis on va écouter le conseiller. D'accord. Je voudrais dire aux uns et aux autres encore que pour mieux faire passer nos messages là, nous on a adopté un autre plan. C'est-à-dire que chez nous ici, tous nos parents, ouais, nous on explique tout en ouais maintenant chez eux. Donc ceux qui sont dans nos groupes aussi au nord ici, à Ferké, en Sonifo aussi, eux tous passent en Sonifo pour expliquer à les parents. Et puis souvent les parents sont surpris d'entendre certains trucs. Parce que vous savez que c'est pas tout le monde. Tout à l'heure j'ai suivi un peu sur le débat sur MCI, un certain Pouillot là, qui parle de l'éthique et du patriotisme qui est proportionnel au fait que la Côte d'Ivoire puisse signer cet accord-là pour faire partie de nos autorités et que c'était bon. Bon, ça là, si mon papa, ou bien bon, mes parents qui ne sont pas allés à l'école là, ils vont pas comprendre que ce monsieur a nous insulter nous tous. Ils vont s'asseoir là, ils vont regarder et puis bon, ça va passer comme ça inaperçu. Donc nous là, une stratégie qu'on a mis en place, il y a des groupes de WhatsApp qu'on a créés avec tous nos parents. Chaque fois qu'il y a une nouvelle comme celle-là, comme ça, depuis la semaine dernière, on a commencé à circuler chez nos parents pour leur dire que, bon, je voulais traduire en web, mais j'ai oublié que je suis dans un groupe où tout le monde parle. On a dit à nos parents que vous, quand vous êtes malade, quand vous avez 100 francs dans votre main et que vous partagez des paracétamol en bordure de la voie, puisque c'est là-bas 100 francs peut avoir paracétamol, on vous met en prison parce que vous payez de mauvais médicaments. Vous ne partez pas à la pharmacie pour acheter un médicament réglementé. Par contre, eux, quand ils sont malades là, ils ont un bon prix cadeau pour les envoyer en France pour les soigner. Et qu'ils trouvent que c'est bon parce que vous devez mourir comme ça dans vos pauvretés. Donc, demain là, s'il y a lieu de faire vos choix dans les urnes, réfléchissez bien. Parce que ceux que vous choisissez aujourd'hui, les enfants, tous ceux qui les entourent là, ils ne vont pas souffrir comme vous pour pouvoir réussir. Ils ne souffriront pas comme vous dans les hôpitaux. Quand vous partez dans les hôpitaux, même vos propres gens, vous attendez peut-être 4 heures, 5 heures, 6 heures, mais vos médicaments là, les gens volent ça. Vous mourrez. Arrivez encore à la morgue là, on nous oblige, nous, les parents de défunts là, de cotiser, de payer obligatoirement les cercueils là-bas à un prix qu'on nous impose. On a oublié de payer un impôt sur un cadavre. Donc, on explique tout ça dans nos patois à nos parents. Donc, si tel est le cas pour vous là, on peut sauver au moins 4 à 5% de la population qui ne comprend rien de tout ce qui se passe. Ils sont touchés directement, mais ils ne comprennent pas dans le langage partagé. Donc, c'est ce que je voulais ajouter, ma soeur et toi. Ok, merci beaucoup. C'est une très belle stratégie. Conseiller, on peut t'écouter. Famille, tapotez, hein, vous êtes encore là. Quand je vais, tu veux parler? Tapoter, c'est important. Ça fait que, voilà, ça nous maintient en éveil, ça fait que vous êtes là. Je peux... Tapoter. Vas-y, Zé, vas-y. Ah, ou bien, conseil, c'était à toi, non? Vas-y, Zé, vas-y. Non, vas-y, conseil, si tu n'as pas encore parlé, vas-y. Hein. Ok, vous avez tout dit, hein. Voilà, par rapport au sujet, vous avez tout dit. Et salutations à Zé, salutations à Emmanuel, salutations à Daddy de Nina. Vous avez vu juste, vous avez vu dans le mille. Ça cache un non-dit. Cet accord cache un non-dit. Sinon, ces gens sont toujours voyagés. Ils n'ont pas eu à signer des accords avec qui que ce soit.
parce qu'ils ne payent rien. Ils voyagent au nom du contribuable. Et ça, c'est fait à dessein. Parce qu'effectivement, ils doivent faire partie de leurs parents. Ils voient. Et moi, ce qui me fait pitié, c'est ceux qui viennent sur la toile pour parler. Vous n'avez pas remarqué depuis un certain temps que même les cadres les plus farouches se sont atténués un peu dans leurs propos. Même les cadres du parti au pouvoir, les plus farouches, ils se sont atténués un peu dans leurs propos. Parce qu'ils savent. Et ils savent lire l'actualité politique. Ils comprennent que tout est en train de se fermer à petits pas sur eux. Ça se ferme partout. Mais je vais aller plus loin. Parce que ce pouvoir a tellement menti aux Ivoiriens que par moments, je me pose la question, quelle est la goutte d'eau qui doit faire déborder le vase? En passant par le rapport de la Cour des comptes, nous avons tous vu ici sur la toile. Aucun directeur n'allait en prison pour des malversations financières. Or, pourtant, le rapport, il était clair, bien détaillé. Les détournements de fonds dans les ministères, les surfacturations. Mais chaque jour, on nous parle d'endettement de ce pays. Mais on parle de l'hôpital, on parle des hôpitaux, on parle des trucs. Mais moi, je veux qu'on aille un peu plus loin. Même si les hôpitaux avaient les équipements nécessaires, est-ce que nos hommes qui y travaillent ont la conscience professionnelle aussi? Parce qu'une chose est de mettre les moyens à la disposition, mais une autre aussi est d'appliquer normalement les règles. Parce que les mêmes équipements par moment, quand on fait les dons, on les retrouve dans les cliniques de ces derniers, de ces docteurs. Donc c'est bien de taper sur l'État, parce que l'État doit mettre les moyens nécessaires à conséquence. Mais c'est aussi nécessaire de taper sur ceux qui exercent ces genres de métiers. Je ne vais pas aller loin par rapport à ça. Mais pour dire que les signes sont en train de se dessiner. Monsieur, tu as dit c'est bon de taper sur ceux qui exercent ces gens de métier, ça veut dire, j'ai pas compris. Non, j'ai dit qu'une chose est de taper sur l'État, parce que l'État doit avoir les moyens nécessaires et doit donner les moyens nécessaires à ceux qui travaillent, soit dans les hôpitaux, dans n'importe quel corps, mais aussi de taper sur ceux qui exercent ce genre de métier. Parce que par moment, quand les matériels sont donnés à des hôpitaux, par moment, on les retrouve dans des cliniques. Voilà, c'est un peu ça que je veux. Voilà, maintenant, j'ai un point, je suis d'accord avec toi, mais il faut nuancer la chose. Est-ce que la législation aujourd'hui actuelle permet à ceux qui sont dans les métiers de vivre convenablement de leur travail et de leur connaissance? De un. Parce que tu es dans un pays européen, américain ou asiatique. Moi, je suis en Europe. Tu ne verras pas un médecin qui travaille pour l'État, un exemple. Bon, donc on est cabinet, comme tu le connais ici. D'autres sont les internes, sont dans les hôpitaux. Mais ils sont bien payés. Mais si tu les vois aujourd'hui, ils vont ouvrir des cliniques également. C'est parce que ça ne suit pas, au fait, en réalité. Ça ne suit pas. Le salaire ne va pas avec. Au Bénin, par exemple, la plupart des médecins ici en France sont des Béninois. Alors qu'au Bénin, il y a une ramification en la matière. Il y a beaucoup d'Africains, les Tunisiens, les Marocains et autres, qui sont dans les hôpitaux en France. Parce qu'ils en ont besoin. Les aides-soignants ici en France, les sages-femmes, les personnes âgées, c'est nous, les petites mains. Parce que le salaire est là. Mais les Français n'en veulent pas. C'est le contraire chez nous, au pays. Tu as trouvé un médecin qui est payé à 200 000 francs CFA. 150 000. Mais ici en France, ils touchent beaucoup. Nos mathématiciens sont aujourd'hui au Canada. La fois dernière, on a vu le rapport de Akembo, l'ex-premier ministre du président Gbagbo Laurent. On a vu également le député Assalé Tchimoko, qui a fait qu'il a causé beaucoup de mathématiciens ivoiriens qui sont maintenant au Canada. Mais est-ce que l'État accompagne convenablement également les médecins? Il ne suffit pas également de donner des Doliprane, de donner des trucs basiques, et on les envoie au fin fond de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de prime qui va avec. Ils ne sont pas accompagnés au niveau financier. Parce qu'il faut les inciter à y aller. Ici en France, à Paris, j'ai des amis,
Nadine et autres. Mais quand elles ont commencé le boulot d'infirmière et autres, mais ils ont eu une prime de bienvenue, d'encouragement de 6 000 euros. C'est-à-dire que dès l'instant, tu viens dans un hôpital comme ça, dans 6 000 euros de bienvenue. Mais est-ce que c'est comme ça chez nous en Côte d'Ivoire? Non. L'argent qui va être dégagé pour envoyer, comment dirais-je, pour évacuer nos portes du pouvoir, comme dans le cas d'Amel Bakayoko, paix à son âme, Amadou Gopé à son âme, et également Aoussou Jano, Amadou Soumoro, paix à son âme, Alassane Ouattara, on n'en parle pas. Chaque mois, il a bien de faire son check-up. Mais cet argent des billets d'avion, des ballons de kérosène là, mais on ne peut pas ça pour inciter nos jeunes sortis directement de l'école de médecine et qui ont prêté le serment d'Hippocrate de secourir et de sauver tout le monde. Mais qu'est-ce qui les pousse à voir que les cliniques? C'est parce que, justement, ceux qui sont venus au pouvoir ont dit, quand ils seront aux affaires, ils vont avoir un salaire alléchant. Mais la preuve, elle est quoi? Ceux qui sont maintenant du circuit, les docteurs, sont aujourd'hui emprisonnés. Si jamais, au niveau compétitif, nos plateaux techniques, au niveau étatique, au niveau public, nos hôpitaux, arrivaient à attirer les médecins, les docteurs, les sachants, mais ils n'allaient pas, et puis ils sont payés. C'est parce qu'ils voient qu'au niveau public, ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils n'ont pas ce qu'il faut au niveau pécunier. Qu'ils sont obligés d'aller créer des cliniques, d'aller faire des cliniques. Et même, ils volent même, pour certains, les médicaments qui sont dans les hôpitaux pour envoyer dans les cliniques. Ils envoient, c'est-à-dire qu'ils sont pas ophtalmologues. Un ophtalmologue qui est dans un hôpital, et il n'y a pas les plateaux techniques, le salaire ne va pas avec. Qu'est-ce que, de toi à moi, comprends mon raisonnement, hein? Un ophtalmologue qui est dans un hôpital, il a tout le plateau technique, la secrétaire est payée par l'État, tous les frais sont payés par l'État, il a un bon salaire. Qu'est-ce qui va le pousser à aller ouvrir un autre cabinet d'ophtalmologie? Et puis il va payer des charges, le courant et autres, les secrétaires et tout ça, alors qu'il est bien payé par l'État. Je pense que nous avons une faille. Nous avons une faille. Parce que moi, je ne vois pas ici en France des gens qui sont ou dans les pays développés. Nous avons un problème au niveau sanitaire. Nous avons un problème chez nous. Et on doit trouver, comme la SEMU, mais ils ont fait la photocopie. Mais l'original n'est pas avec eux. Ils ont fait la photocopie. Ils ont mis une politique de SEMU qui est complètement biaisée et qui est complètement colpante. Et ils n'arrivent pas. On dit non, eux-mêmes vous demandent que ce soit obligatoire. Mais après, ils viennent vous dire qu'ils viennent se soigner en Europe. Alors qu'ici en France, ils prennent le cas de la France. Tout ici, habitant de la France, a droit à la SEMU, à la carte vitale. La carte vitale, c'est-à-dire la sécurité sociale, c'est la carte verte. Dépendant maintenant du revenu, parce qu'il y a un revenu, il ne faut pas dépasser, et la composition familiale. Avec la SEMU, ici en France, si tu as tout, par exemple, 2 000 euros, et tu as 2 ou 3 enfants, 4 enfants, en fonction de ça, tu peux ne pas payer, tu as droit à 100%. Mais la même personne qui a 2 000 euros, et qui est seule, il paye une mutuelle. On appelle ça complémentaire santé. Le complément. Donc, tu payes le complément. Si tu es pris à 65%, la mutuelle paye comme les autres 30%. Donc, tu viens à 100%. Parce que la SEMI veut dire quoi? Tu es pris à 100%. Tes soins de consultation, tes soins, tes médicaments sont remboursés à 100%. Tes interventions chirurgicales sont remboursées, tes opérations, toutes remboursées. Ambulance, toutes remboursées à 100%. Mais comme ton salaire dépasse le baromètre établi par la convention de la SEMU, de la sécurité sociale, donc tu dois payer, tu dois pas dans la SEMU, donc on te donne maintenant la sécurité sociale, qui te donne maintenant une part de 105%. Que tu sois ministre, que tu sois député, tu payes 105%. Je vais comme ça, si un chiffre comme ça erroné. Maintenant, les autres 35% là, quand on voit que ton salaire ne peut pas te permettre de vivre dans l'année avec la communauté familiale, on te donne maintenant la SEMU pour combler. C'est important. Voilà pourquoi on dit SEMU. Voilà pourquoi on dit SEMU. En Côte d'Ivoire, là, un ministre peut avoir la SEMU. Un président peut avoir la SEMU. Macron a la même carte vitale que moi. Mais comme son salaire
au-dessus du baromètre établi par la sécurité sociale. Donc, il a droit maintenant à une mutuelle, c'est-à-dire une assurance, qui lui permet de couvrir les 30% que tu vois là. Mais est-ce que nos ministres là, ils brandissent la carte SEMU là? Ils disent non, allez-y vous faire enrôler. Et c'est obligatoire. Est-ce qu'ils prennent ça pour aller dans nos hôpitaux? Ils ne le font pas. Parce qu'ils savent qu'il y a une défaillance en la matière au niveau des patrons techniques et même les salariés sont Mais la 4 CEMU là, c'est une arnaque au fait. Voilà. Et mieux, ceux qui ont travaillé pour comment dire, la COVID-19, mais ils ne sont même pas encore payés jusqu'à aujourd'hui. L'État a débloqué 18 milliards, si ma mémoire est bonne, pour les personnels hospitaliers. Mais l'argent a été détourné. Jusqu'aujourd'hui, ils revendiquent. Ce n'est pas normal. Alors que l'État de Côte d'Ivoire a reçu des subventions, des aides du FMI, de la Banque mondiale. Tous les pays ont été aidés par la COVID-19 pour payer. Il y a eu vraiment un soutien fort. L'argent a été détourné. Au Sénégal, où il n'était pas là aujourd'hui, à cause du changement de régime, là, les ex-pontes du pouvoir, Macky Sall, sont aujourd'hui estés. Le Parlement vient de voter cette semaine-là leur tradition devant la justice. Et ils seront jugés. Au Cameroun, c'est pareil. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Les fonds Covid ont été détournés. Et pendant ce temps, Aoussou Jano a été ici avec sa SEMU là. Il a été envoyé ici en Allemagne. Il a fait pratiquement 1 an. Payé sur la tête des Ivoiriens, mais il a la SEMU. On peut dénoncer ceux qui créent des cliniques. Nous sommes d'accord. Mais est-ce que l'État accompagne bien ceux qui sortent du circuit scolaire? Conseiller. Tu es un bon conseiller. Mais tu passes pratiquement des années pour être un médecin, un docteur, un médecin. C'est des années sur les bancs d'études. Ici, les médecins sont respectés. C'est 10 ans. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est 10 ans. Tu passes 10 ans. 10 ans. En train de trimer. En train d'apprendre. Et tu sors, on te donne un salaire misérable. Pendant ce temps, ta propre promotion se vend bien au Canada, se vend bien en France, se vend bien dans d'autres pays. Mais toi, tu es au pays là. Si la convention, est-ce que la loi ivoirienne interdit à un médecin d'avoir une clinique? Bon, maintenant si elle interdisait là, mais ils allaient tous partir également. C'est parce qu'ils savent que s'ils interdisent là, il y aura une fuite d'intelligence. Une fuite à la matière. Donc ils sont obligés de ne pas être trop regardants sur eux. Parce qu'ils sont mal payés, ils sont sous-payés. Contrairement à leur promotion, à leurs camarades. Donc ils sont obligés de fermer les yeux sur ça. Donc on peut taper sur eux, mais notre gouvernement, notre État a failli. Parce que si les gens sortent du circuit scolaire, comme les doctorants, 3000 qui sortent il y a de cela 4 ans, et le seul salut, la seule réponse, solution donnée par le gouvernement, c'est de les emprisonner, les condamner. On a un problème. On sait bien que l'État ne peut pas recruter tout le monde. Notre État ne peut pas embaucher tout le monde. Mais quel accompagnement l'État met en place pour insérer ces personnes-là qui ont passé le temps sur les bancs? Ici en France, il y a des podologues, il y a les, comment dirais-je, allergologues, il y a beaucoup de branches qui ont le cabinet, qui ne travaillent pas dans les hôpitaux. Mais pourquoi est-ce qu'on les laisse faire? Et je pense que si eux arrivent à ouvrir les cabinets et à travailler, il faut en vouloir d'abord à l'État, notre État. Il faut payer, pas de faire du folklore, des chiffristes. Il faut payer convenablement pour attirer les médecins à bien s'occuper des patients. Parce que les mecs, ils travaillent de 8h à 9h, à 8h à 15h. Mais ils touchent comme des perdièmes. Mais dans sa clinique, ils touchent pas des magots. Donc c'est ça qu'il s'agit. Et donc, la défaillance là vient de l'État, surtout l'État RDR, qui est passé de promesse en promesse, et le constat il est implacable. C'est qu'ils ont échoué. Ouattara vient tout le temps. Dis-moi, donne-moi le nom d'un hôpital, ou bien d'un illustre, comment dirais-je, médecin en Côte d'Ivoire, docteur, qui consulte Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, dans nos hôpitaux. Son médecin personnel s'appelle docteur Diaby. Mais il est là pour la figuration. Tous les vrais médecins de Alassane Ouattara sont en France. Et donc, si on laisse nos médecins, qui ne peuvent même pas avoir accès aux documents, comment dirais-je,
nos ministres et autres ne vont pas se faire sonner chez nous. Mais qui fera confiance, n'est-ce pas, à notre plateau de clinique? Il ne suffit pas de passer à la RTI, il y a IRM, il y a les scanners, il y a tout. Et puis on ventile ça. On peut faire les péridurales, on peut faire tout là-bas. Ou comment dirais-je, l'autre là, pour les dialyses et autres. Le vieux, est-ce qu'on peut écouter le président par rapport à la corruption si ce domaine? Donc, conseiller, je suis d'accord avec toi qu'il faut taper sur ceux qui ouvrent des cliniques. Mais qu'est-ce qui les pousse à ouvrir ces cliniques-là? C'est parce que l'État ne fait pas un appui convenablement pour permettre à ces personnes-là de ne pas s'adonner à des constructions, des cliniques, de part et d'autre. Et on délaisse nos hôpitaux qui sont laissés pour compte depuis notre enfance. Moi j'ai grandi à Nyakamadougou, mais nous avons un docteur là-bas. Mais ce monsieur, il travaillait à l'hôpital, mais il avait une clinique. Mais on accourait dans sa clinique parce que le public n'est pas attrayant. Les cliniques, le public ne lui permet pas de vivre. Donc il est obligé d'ouvrir une clinique là où les patients veulent payer. Et puis lui au moins, ça lui permet d'arrondir ses fins du mois. Mais l'ouvrier doit vivre de son salaire. L'ouvrier vit de son salaire. Mais quand l'ouvrier devient un indigent, on fait comment? Quand un docteur devient un indigent, on fait comment? Mais chez nous en Côte d'Ivoire, des ingénieurs, des penseurs, des diplômés sont aujourd'hui en train de vendre des beignets. On a vu le reportage de RTI, il y a de cela 2 mois. Un individu, un ingénieur, il est prêt de vendre les beignets pour ne pas être chômeur. Ceux qui gèrent les cabines téléphoniques en Côte d'Ivoire, c'est les personnes là, pardon, qui ont eu un parcours scolaire flanqué et frappé des diplômes. Mais ils sont aujourd'hui en train de traîner en Côte d'Ivoire sur les chemins endurcis, des têtes pensantes. Parce que l'État, il n'y a pas une politique qui permet à ces personnes-là d'être en aise en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il y a le fuite des cerveaux, il y a le fuite des intelligences. Et c'est à nous, à travers une politique radicale, une politique qui va permettre à ces jeunes, à ces aspirants, docteurs, aspirants, médecins, aspirants, ingénieurs, aspirants, techniciens, c'est à ceux-là de ne pas partir voir ailleurs, au Canada, aux États-Unis et autres, de rester dans notre pays et d'apporter leur connaissance à notre nation. Merci. Oui, Souley, est-ce que c'est pas parce que le système aussi il est caduque? Est-ce que c'est pas parce que le système il est caduque? Parce que nous avons le système depuis la période c'est la période de la colonisation jusqu'à la décolonisation et en même temps à l'indépendance. Donc ce système-là, est-ce qu'on peut l'adapter aujourd'hui en plein 21e siècle où on voit que le monde est évolutif? Si je peux répondre, si c'est possible. C'est possible parce que... 2 secondes. On peut changer. C'est une volonté, il faut avoir la volonté politique. On peut le faire. Le président sud-africain se soigne en Afrique du Sud. Le roi du Maroc se soigne au Maroc. Idem pour la Tunisie. Donc nous, on peut le faire chez nous. Mais pourquoi les autres peuvent le faire chez eux, nous, on ne peut pas le faire? C'est une volonté politique. Est-ce que nous avons la capacité économique de le faire? Oui. Parce qu'il faut miser dans l'éducation et la santé. Un peuple qui se porte bien, l'économie se porte bien. Mais un peuple qui est malade, parce que si un peuple qui est malade, tu vas à l'hôpital, pourquoi chez nous, dans nos ruelles, dans nos rues, on va les Doliprane, les comprimés dans les rues? C'est parce qu'il y a un problème. Mais est-ce que tu le vois ici en France, aux États-Unis et dans d'autres pays? Non. Il y a des pharmacies partout. Mais chez nous, il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'il faut? Les RDN n'a pas solutionné. Ils ont dit qu'ils étaient la solution, mais on se rend compte qu'ils sont plus que le problème. Donc on doit changer des paradigmes. C'est la politique là, que nous sommes en train de faire. Pas, n'est-ce pas, les promesses creuses. Pas de l'enfumage du peuple. On doit changer complètement. Renverser la table. Voilà pourquoi tu as joué la vidéo du président Guillaume Soro. Parce qu'il ne suffit pas de venir au pouvoir pour mettre un peuple. Et demain on dit non, nous avons mis de l'eau potable là-bas, on a mis la lumière, encore 99% de tout. Pendant ce temps, le peuple, aujourd'hui, est dans une souffrance indescriptible. Les ambulances qui sont données par-ci par-là, sont données à quel titre? Est-ce qu'on a besoin de faire des cérémonies de dons d'ambulance? Mais c'est l'État qui paye. C'est l'État qui paye. Mais regarde dans les contrées, un ministre de la Santé va donner une ambulance, on dit merci au chef de l'État. Mais il y a un problème là. On doit regarder dans toute la Côte d'Ivoire. Ils ont un tableau. Je pense, je suppose. Et ils voient
l'ambulance a été remise dans le village, n'est-ce pas, de Niakara. Ça fait déjà 10 ans. C'est déjà usé. On doit prendre, on vend nos enchères, on donne une nouvelle ambulance. Ambulance est dans tel endroit, ici il n'y en a pas, dans telle localité, on doit distribuer. Mais ils attendent les élections pour dire les ambulances. Mieux, c'est bon aussi de donner les ambulances. Et le carburant. Qu'est-ce que l'État fait? Mais ici, un exemple, si tu as la SEMU, l'ambulance va te prendre. Et qu'on appelle ça, étoile filante. Mais tu donnes la SEMU au chauffeur ou bien son accompagnant, il met dans le budget du lecteur et il voit que non, que tu as la SEMU ou tu as une mutuelle, automatiquement tu les payes et on t'accompagne tranquillement. Mais on met une SEMU en place avec beaucoup de tambours et de folklore. Et après, on vous dit non, la SEMU est obligatoire. C'est une politique. Quand Baba dit qu'il aime sa SEMU là, mais c'est une politique qui va avec. Baba a vécu en France. Donc il avait voulu faire du copier-coller avec la politique qui va avec. Mais les apprentis sorciers sont venus prendre cette politique et dire, ils vont réaliser. Bon, on se retrouve avec quoi? Et même fuient les SEMU vont se faire ici en Europe. Parce que la SEMU là, elle couvre tout. Les opérations, elle couvre tout. Les soins dentaires, elle couvre tout. Les prises en charge de l'ambulance, elle couvre tout. C'est ça la SEMU. Couverture maladie universelle. Mais eux, ils ont pris couverture maladie universelle. Ils sont allés calquer encore dans leur régime. Quand il va accoucher, va prendre ta SEMU, tu vas dans l'hôpital mère-enfant de Jézabel. Qui est Jézabel? C'est la femme de Alassane Ouattara. Mais c'est Jézabel. Prends ta SEMU. Toi l'Ivoirien, va à l'hôpital mère-enfant. Tu seras chassé. Prends ta SEMU, va à la clinique Farah. Et ta SEMU, va à la clinique Farah. Mais moi, je n'ai pas ma SEMU là. Je vais dans une clinique ici en France. Toi, tu vas dans ta SEMU, tu vas dans une clinique en France. Mais moi, mes enfants sont dans une clinique. Oui. Dans une clinique ici. D'ailleurs, quand tu Et je vas ne vais même pas payer 5 francs. D'ailleurs, même là, d'ailleurs, même quand tu vas même sur le site même là, des médecins là, ils te montrent ceux qui sont conventionnés et à quel degré c'est conventionné. Il y a le premier degré, le premier niveau, le deuxième, le troisième niveau. Les premiers niveaux, c'est ceux qui sont conventionnés, qui prennent que la carte vitale. Les deuxièmes, c'est ceux qui prennent et la carte vitale ou l'assurance. Et les troisièmes, c'est ceux qui ne prennent pas l'assurance. Donc, en fait, t'as la possibilité de choix pour pouvoir choisir le médecin. Voilà, donc la possibilité de choix est mieux. Qu'est-ce que tu allais faire dans un hôpital alors que tu sais qu'il y a tout là-bas? Zé veut jouer sa vidéo. Pour ta question, merci. Ouais, mais on peut poser les questions aussi, c'est pas mon. Zé veut jouer sa vidéo. C'est la vidéo. Non, étoile finale, c'est la vidéo que j'ai voulu. La vidéo de son président. Donc, c'est une politique, c'est une volonté politique au fait. Et le RDR a échoué. Et ça, je le dis encore, on doit maximiser, on doit capitaliser, on doit amplifier cela. C'est un échec au niveau des logements, c'est un échec. Au niveau de la corruption, c'est un échec. Au niveau également des hôpitaux, c'est un échec. Depuis qu'ils sont au pouvoir, il y a toujours eu évacuation sanitaire. Est-ce qu'on n'a pas... Le favoritisme est ethnique aussi. Hein. Voilà. Est-ce que nous n'avons pas des éminents docteurs en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous n'avons pas des éminents cardiologues comme Gikawe? Le rattrapage ethnique, on n'en parle même pas. Donc, à tous les niveaux, ils ont échoué. Et là, c'est un aveu d'échec. Quelqu'un de camarade avait parlé. C'est un aveu d'échec. Dans aucun pays, ça va passer. Dans aucun pays, ça va passer. On sait qu'en Afrique, les gars que Paul Biya partait se soigner en Suisse, mais il a été contraint. Et je vous annonce que nous allons engager, déposer une manifestation devant l'hôpital américain. On va aller donner une motion là-bas pour dénoncer que les portes du pouvoir Ouattara ne peuvent pas laisser mourir nos hôpitaux et venir se faire soigner en France. Je suis d'accord avec ça sous les jeux. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Nous allons faire une réunion incessamment et la manifestation sera organisée devant l'hôpital. Elle sera déposée devant la préfecture de police de Paris. On va le manifester avec la vidéo de Kadia Kamara en appui, avec la motion et avec une dénonciation et la description de nos hôpitaux en Côte d'Ivoire. On va le faire. Il ne peut pas accueillir des voleurs, des pilleurs de notre pays qui viennent ici en France se faire soigner pendant que les bébés meurent, pendant que les hôpitaux n'ont pas de couveuse. Nous avons décidé de manifester, on va le faire. C'est important.
Conseiller, il faut chuter, on t'écoute. Va te couper la parole. Non, vas-y, non, vas-y. Oh là, conseil n'est pas passé. En tout cas, conseil, c'était pour répondre à ta préoccupation. Il faut savoir que en Côte d'Ivoire, ce qui est mauvais, il y a des bonnes choses. Mais il y a pas de suivi et il n'y a pas de surveillance. Par exemple, dans le secteur sanitaire, il faut des contrôleurs. Et c'est très important. On peut pas mettre tous ces moyens-là dans un système de santé et puis ne pas avoir de contrôleurs. En France, par exemple, tout se contrôle. Même là dans les hôpitaux, les trucs là, il y a contrôle. C'est-à-dire on vient par surprise comme ça pour venir voir comment les gens se comportent là-bas. Comment comment on appelle ça? Les soignants. Voilà, les patients et les soignants. Les personnels hospitaliers, pardon. Voilà, le personnel se comporte et comment les patients sont traités. Vous voyez un peu, on a des gens en civil, des espions, pour venir voir, pour venir étudier le terrain. Et puis ils font des rapports. Ça là, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Parce que celui-là même qui doit faire le rapport là, lui-là même c'est un voleur. Parce que s'il y a un gouvernement qui fait du business, à quel moment ils vont envoyer des enquêteurs pour aller faire chercher à faire rapport? C'est ça le problème. Et je vais vous faire écouter le président Guillaume Soro par rapport à ça. Des infrastructures sanitaires existantes et en construire de modernes, notamment en zone rurale, non sans les équiper avec des technologies médicales de pointe. 2. La vitalisation de la CMU pour la rendre réellement fonctionnelle, simplifier son accès à la population et garantir son caractère gratuit aux femmes enceintes ainsi qu'aux enfants de moins de 5 ans. 3. La protection des populations vulnérables par la mise en place de fonds de solidarité pour personnes en situation de pauvreté extrême, ainsi que des mesures spécifiques pour les orphelins, les personnes âgées et les personnes handicapées. 4. Le bannissement de toute forme de discrimination dans l'accès aux services de santé via des campagnes nationales de sensibilisation. 5. La numérisation et la modernisation du secteur de la santé en développant des plateformes numériques pour le suivi des dossiers médicaux et en généralisant la téléconsultation. 6. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes dans le secteur de la santé. Ainsi, des mesures proactives et coercitives, mues par une forte volonté politique, seront prises pour ramener et rétablir la nécessaire confiance des citoyens vis-à-vis du système de santé. Il s'agira notamment de la digitalisation des achats, de la distribution des médicaments et de la facturation des soins, d'audits réguliers et de la suppression des paiements en espèces pour limiter les détournements, d'inspection inopinée, poursuites judiciaires et radiation des agents corrompus, mise en place d'un système de patients mystères pour détecter et signaler les abus. Concitoyennes, concitoyens. Voilà, mise en place des patients mystères pour signaler les abus. C'est très important ça. Et ça peut nous faire gagner des milliards. Ça peut nous faire gagner des milliards. Parce que dans le système de santé là, chaque jour on perd des milliards. Chaque jour le contribuable là, on prend de l'argent dans la poche du contribuable en les faisant croire. Parce que les gens ne sont pas informés sur ce secteur là. En les faisant croire que c'est ce qu'ils doivent payer, sinon ils vont mourir. Et en numérisant ce secteur là, ils ne pourront plus le faire parce que les traces sont là. Les traces sont là et puis la population serait informée du fait qu'ils ne doivent plus payer en espèces. Tu as payé, les traces sont là. C'est clair. Et puis la partie qui m'a plu, c'est les agents mystères. Les agents mystères là, ça rejoint ce que je disais. Il faut ça. Il faut ça parce que ça va diminuer le taux de la corruption. La corruption dans ce secteur-là. Parce qu'un médecin qui sait qu'ils vont le prendre la main dans le sac, là, il ne va pas risquer. C'est ce qui, même en France, là, il y a des gens qui peuvent s'adonner à ça. Mais ce qui les pousse à ne pas s'adonner à ça, là, c'est ça, là. Parce qu'ils savent qu'un faux patient peut venir comme ça les tester. Et ça existe, c'est fréquent même, c'est fréquent dans le secteur médical en France. Dans tous les domaines, ça existe, hein. Même mon travail, là, ça existe. Il y a des contrôleurs qui peuvent sortir 6 mois comme ça pour venir voir si ici au boulot. Ça existe. Mais dans le secteur médical,
Même les pharmacies, là, on contrôle. Merci, je voulais juste souligner ça. Tu dis comment on appelle Ouattara là, tu parles, non, tu te moques de nous, non, nous les baoulés. Comment Zia appelle milliard, il n'a qu'à dire encore, tiens, il dit milliard. Toi, tu te moques des baoulés que nous on appelle Ouattara. Il a dit quoi, milliard. Zia dit milliard. Il faut écouter bien les baoulés quand il dit Ouattara. Il dit Ouattara. Je dois bien appuyer dessus pour que moi aussi je gagne le milliard. Il faut écouter Zia dit milliard. Bon, je pense que c'est à KGB de parler. Voilà. KGB, tu es là? KGB. Et donc, pour essayer, tu courais pour monter. Là. Son défaut, c'est ça. Hein. Voilà. L'idée de la marche, là, il faut qu'on travaille dessus. Hein. C'est très important. Nous sommes à 30 000 et quelques personnes, 30 000 et quelques vues. Je vous informe. Merci. KGB n'est pas là. Combien de vues, Souley? Souley, combien de vues? Près de 30 000 vues. Waouh. KGB n'est pas là. Moi, je voulais revenir un peu sur Mais pas là, si tu finis, tu me passes la parole. J'avais un truc à dire. Si tu finis, étoile, vas-y. Merci. Voilà, moi je voulais revenir un peu sur ce que le président Guillaume Soro a dit. C'est très important, la numérisation du système, parce que on est à l'ère des TIC, l'ère des NTIC, et c'est très important de numériser tous les systèmes, que ce soit le système éducation, le système santé, et ce qui est encore plus intéressant dans le programme, c'est pour ça que j'invite les gens à aller écouter le programme. Comme je le disais tantôt, je vais me répéter, le programme, il est très alléchant. Et ce n'est pas un programme fictif, c'est un programme qui est réalisable sous une période donnée. C'est possible de le réaliser. Et ce qui est encore très important, parce que avant de parler du volet santé, il a jumelé le volet santé avec le volet de l'environnement. C'est très important. Ce que les Ivoiriens consomment, c'est ce qui détermine les maladies auxquelles les Ivoiriens vont faire face. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel tu es détermine, comment on appelle ça, ta santé, détermine comment tu vas te sentir. Donc, c'est très important. Donc, dans le volet du programme du président, il a jumelé le côté santé et le côté environnemental. C'est très important. Donc, il va falloir aussi arriver à un moment donné qu'on puisse enseigner à l'Ivoirien de vivre sainement. Sainement, parce que on ne va pas encore permettre que en plein, on va dire, 21e siècle, que des Ivoiriens puissent encore souffrir de paludisme, souffrir de choléra, souffrir des maladies qui sont, à mon goût, dépassées dans le système de santé mondial. Ça, c'est des maladies qu'on ne devrait même pas voir encore en Côte d'Ivoire. Mais cela va passer par une sensibilisation au niveau de l'environnement. C'est très important. L'Ivoirien doit pouvoir savoir que manger sainement, boire potable, lui permet d'avoir une espérance de vie. C'est déjà le sauver au niveau de la santé. C'est très important. Donc, c'est pour ça que je vais demander aux personnes qui nous écoutent, même si, pour vous, vous avez choisi votre candidat ou quoi que ce soit, mais c'est important d'aller écouter, parce que quand tu écoutes, quand tu analyses le programme de société, c'est profond. C'est profond. C'est-à-dire, le monsieur s'est assis et il a pensé à tout ce qui touche les Ivoiriens. Et c'est tellement flexible que même le citoyen lambda, même qui ne peut comprendre, qui ne peut pas comprendre, arrive à comprendre. Donc c'est très important, et surtout dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture. Moi-même, mes parents agriculteurs, je vous sensibilise à aller écouter le programme de société. Il est trop alléchant. Surtout par rapport, même au niveau de la santé, pour les agriculteurs. Les agriculteurs auront la possibilité de se faire soigner gratuitement.
Et ils auront la possibilité de se former en collectivité. Et ils auront la possibilité de traiter avec des compartiments de l'État qui va comment on appelle ça, faciliter, comment on appelle ça, les récoltes, de sorte à ce que le trop produit que les Ivoiriens produiront pourront bénéficier aux Ivoiriens avant de les exporter. C'est tellement alléchant. Et moi, j'aime pas parler que du pan, comment on appelle ça, de la santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler du pan de la santé, mais je ne voudrais pas qu'on parle trop du pan de la santé parce que, au fait, dans le programme du président, tout est dedans, en fait. C'est une suite logique du programme. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, Emmanuela, je vais te passer la parole. Emmanuel Macron est là. Elle va me frapper. Ouais, sûrement, elle est un peu occupée. Mais pour remonter, pour sauter un peu sur ce que ma soeur a dit tout à l'heure par rapport aux maladies qui ne devraient pas au XXIe siècle là entraver la santé des Ivoiriens, je voulais parler un peu de cette histoire de insuffisance rénale qui est montée de 13% à 57% en Côte d'Ivoire ici. Mais aujourd'hui, l'insuffisance rénale, nous on connaissait cette maladie-là qui était attribuée en vent aux riches, aux vieillards, etc. Mais aujourd'hui, les enfants de 19 ans, de 17 ans, de 16 ans, etc. ont cette maladie-là dans les hôpitaux. On a des connaissances même qui sont dans le domaine médical qui nous rapportent toujours que bon, on a fait tel dialyse aujourd'hui, diagnostic aujourd'hui, il y a tel cas d'insuffisance rénale. Pas plus tard que je crois le mois passé, on était parti se promener à Korogo où il y a un ami qui me montrait, il dit, tu vois ici là, il dit oui, il dit c'est ici ils ont déversé tout ce qui est comme flacon de Viagra. Il dit comment ça déverser flacon de Viagra. Il dit oui que c'est les autorités je crois que la municipale là qui sont venus brûler parce que les gens prenaient ces Viagra là pour écraser, pour mettre ça dans les produits qu'ils appellent comment ils appellent ça. Il y a un artiste qui s'appelle Atoté, voilà. Ils mélangeaient ça à Atoté pour aller vendre ça sur Abidjan. Et ils appelaient ça Atoté du Nord. C'était le vrai Atoté qui venait du Congo, de Korogo, etc. Pourtant, c'est Viagra là, qui était écrasé dedans et qui était empoisonné par la patrie. C'est pour dire quoi, au niveau de la santé là, rien n'est suivi. Comme Zia l'a dit tout à l'heure, rien, absolument. Il n'y a pas d'inspecteur de travail qui dit qu'il va venir sur tout ce que nous on consomme ici là. C'est nous-mêmes, c'est Dieu même qui nous protège ici quoi. Sinon, aucune autorité ne suit. Moi, j'ai un frère qui travaille dans une structure que je ne vais pas faire sa publicité ici là, où le ministère de la Santé est parti faire une audit, vérification. Arrivé là, avec les eaux usées qui coulaient à travers l'entreprise, mais ils ont déclaré que tout allait bien, que les gens étaient en conformité avec les règlements de la santé. Mais quand toi-même tu vois avec tes yeux là, c'est visible que le coin est sale. Mais ils ont des documents qui prouvent que c'est propre. Jusqu'à ils ont un tableau même qu'ils ont tout qui est accroché, signé par le ministère de la Santé. Donc, ça veut dire, en Côte d'Ivoire ici, quand je vois une belle photo de candidat que vous avez mis là, ça me fait tellement mal. Il y a une photo que vous devez choisir pour mettre. Parce que c'est tout ce que nous on voit ici. Et puis des gens, ils se permettent de signer des accords pour aller se faire soigner à des prix et forfaitaires réduits en France, ailleurs. Moi, je pense que il y a le conseil qui a relevé quelque chose là qu'on ne doit pas vraiment. Omer, tu as coupé le cœur des gens qui prennent la totale là maintenant. Voilà maintenant. Tu as créé le problème. Non, mais c'est vrai, mon frère. Sincèrement, nous, on est. Il y a quoi là? On m'attend là? Ouais, Omer, il a dû recevoir un appel. Ah, ok. Ah, ok. S'il finit après, lui, je vais prendre la parole. Emmanuel Macron, on t'a appelé depuis là. T'allais faire un truc, on dit quoi? Zie, les milliards. Non, c'est pas milliard. C'est ton mot, non? Tu n'as pas dit milliard, tu as dit quand même, ça me plaît tellement quand tu dis le mot là. Milliard. On dirait un vieux baoulé qui a ta main dans sa bouche. Les milliards, parce qu'il faut milliards, il faut bien appuyer dessus. On en a besoin. Ok. Donc, comme je veux dire, c'est que au fait, quand le monsieur parlait tout à l'heure que Conseil voulait taper vraiment sur les médecins, j'ai aimé la manière dont Souley a répondu concernant les médecins. Vraiment, moi, je suis pas trop d'accord du fait qu'on tape sur les médecins, même si ils ont par moment des petits dérapages, mais c'est dû au système dans lequel le pays est plongé. Parce que le système va mal. Donc tout va mal.
Des gens, comme Soulé le disait tantôt, qui ont fait près de 10 ans, 8 ans d'abord, sur les bancs. Après, tu as venu faire 2 ans interne. Moi, j'ai plein de frères qui sont médecins. Moi, j'ai mon grand frère qui est médecin. Par exemple, il a l'UNICEF comme ça, là. Au moment où il était au CHU de Yopougon, là, il était interne au CHU de Yopougon, je partais le voir là-bas souvent. Ben, c'est des gars qui bossent dingue. Qui bossent dingue. Donc, quand il va finir tout ça, là, et puis, on va le mettre soit quelque part, 2 mois, 3 mois, on paye pas son salaire, eh ben, le mec, il sera fâché. Même si c'est toi-même, tu vas te fâcher. Parce que tu as étudié pour ce que tu as étudié. C'est des gars qui étudient. Donc, et puis, ils travaillent sur des vies humaines. Donc, normalement, l'État, mais ça veut dire qu'il peut dire, il paye pas tous les autres fonctionnaires. Mais les enseignants et les médecins seulement, quand on dit le mois fini comme ça, et leur virement doit être systématique. Ils doivent même pas avoir d'arriéré dans leur salaire. Parce que c'est des gars qui travaillent sur la vie humaine. C'est-à-dire que d'abord, son moral doit être bon pour qu'il fasse un bon diagnostic, pour qu'il fasse, comment on appelle ça, une bonne opération. Souvent, ils vont aller pour opérer des vies, mais s'ils sont pas contents, ils sont pas bien. Il va s'en dire qu'on va perdre des gens. Donc, du coup, moi, je dis que ce problème-là, on ne doit pas accuser les médecins. Parce que on a tous vu en 2024, même en 2025, là, les médecins ont grévé. Mais ils grèvent pourquoi? Parce que il suffit pas d'augmenter, c'est ce que moi je dis toujours, il suffit pas d'augmenter les salaires des gens pour dire que non, on a augmenté. Mais augmenter, et puis il faut pouvoir payer. Une chose c'est d'augmenter, mais une chose c'est de pouvoir faire le virement chaque fin du mois. C'est ça le vrai problème. Quand tu viens, tu dis, bon, les médecins étaient payés peut-être à 300 000, à 200 000, je suis venu, j'augmente le salaire des médecins qui passe à 500 000, 600 000 ou 700 000, 800 000. Mais chaque fin du mois, il faut pouvoir solder. Quand le mois finit, faire les virements. Parce qu'ils ont des projets là-dessus. Mais quand tu ne fais pas, quand le médecin, il rentre là, mais il est déjà fâché quand il voit le patient même, à peine même, il va te demander comment tu te sens, quoi. C'est-à-dire que, normalement, le médecin, quand tu le vois, ça doit t'inspirer la confiance. Et puis tu dis, ouf. Mais quand tu vois le visage du monsieur, déjà, tu te poses la question, est-ce que je vais vivre? Parce que la réception qu'il va te donner là, ça dépend de comment est-ce que son virement n'a pas passé. Donc, tout ça là, moi, je dis, c'est pas que les médecins, mais c'est l'État qui gère mal le milieu hospitalier. Parce que s'ils ne géraient pas mal le milieu hospitalier, ils allaient plutôt injecter beaucoup d'argent dans ce milieu-là. C'est-à-dire que quoi, mettre, comme on appelle, les équiper, mettre tout ce qu'il faut, comme il se doit, et puis faire former régulièrement, constamment nos médecins. On voit nos médecins ivoiriens qui vont au Canada. Mais arrivé au Canada, ils vont encore reprendre. C'est-à-dire que lui, il était médecin en Côte d'Ivoire, arrivé au Canada, il devient comme infirmier. Il va aller encore reprendre les cours parce qu'ils vont dire que quoi, le niveau, c'est pas pareil. Aller faire d'abord mise à jour, se mettre à... C'est trop compliqué. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire se vide de ses cerveaux? Mais c'est parce que ils sont pas payés à la hauteur de ce qu'ils ont étudié. Il n'y a pas un bon moyen d'accompagnement. Donc, au lieu de rester là, vivre la misère, peut-être il y a un de ses collègues qui est parti, qui dit ici, là, c'est comme ça, mais il va lever le camp, il va partir là-bas. Donc, l'État gagnerait mieux à investir dans nos médecins. C'est-à-dire que si vous avez promis 800 000 francs par mois aux médecins, faites le virement. Parce que si tu ne fais pas le virement là, ils vont pas bien travailler. Quand ils ne travaillent pas bien, ça agit sur la population. C'est décevant de voir des mères qui vont donner de la vie, qui meurent en couche. Souvent par des césariennes qui perdent la vie. Par inadvertance. C'est-à-dire que petit quelque chose se passe net là. Ça chaville. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à ce que vraiment, il n'y a pas de suivi comme il se doit. Le stress de la famille, le stress du salaire, il y a tout ça qui est mis en compte. Donc, du coup, ce milieu-là, moi, j'accuse le gouvernement. J'accuse le gouvernement parce que si le gouvernement faisait son travail, si tous ces détournements d'argent étaient injectés dans les milieux hospitaliers en Côte d'Ivoire et qu'on équipait le milieu hospitalier comme il se doit, nos mamans, ils sont venus au début, ils ont menti. À cause de ça, les femmes du là ont insulté le président Gbagbo comme rien. Que non, on va accoucher cadeau parce qu'ils avaient dit accouchement gratuit. Mais les femmes se faisaient enceintes n'importe comment. Mais elles partaient dans les premiers temps là, c'était gratuit. Mais après 2011, 2012, mais ça commençait à être payant. Ça commençait à être payant. Oui, ça commençait à être payant parce qu'on disait que non, accouchement gratuit, elles étaient contentes. Mais à partir de 2012, 2013, elles ont commencé à payer. Si tu ne payes pas, on te touche pas. Si tu ne payes pas là, on te dépose. Voilà la réalité. Ils ont menti aux Ivoiriens sur tous les plans parce que, au fait, en venant, ils avaient copié le projet du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que tout le programme de gouvernement de société du président Laurent Gbagbo, ils ont tout plagié.
Que ce soit la CEMU dont on parle, c'est le président Laurent Gbagbo qui a parlé de ça, qui a voulu faire ça aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, la CEMU, là, ils ont dit, même à l'école, nos enfants doivent faire la CEMU, doivent payer pour avoir la carte CEMU. Sinon, tu ne peux pas te faire inscrire à l'école. Mais c'est de l'arnaque, tout ça. On coupe ça sur le salaire des gens chaque fin du mois. Mais quand ils vont dans les cliniques, ils vont dans les hôpitaux, ils vont dans les pharmacies, là, rien n'est fait. C'est de l'arnaque. C'est idem pour la carte nationale d'identité. Au temps du président Laurent Gbagbo, la carte d'identité était gratuite. Mais eux, aujourd'hui, font payer la carte d'identité aux gens. Une carte d'identité que les gens payent 5 000 francs. D'autres sont obligés de payer 30 000 francs. Souvent 25 000 francs. C'est-à-dire que tu payes au moins 4 fois, 3 fois avant de recevoir ta carte d'identité. Tout ceci, ce sont des commerçants qui sont à la tête de l'État ivoirien. Donc, c'est-à-dire que ils font tout pour ne pas que ça fonctionne. Mais ça fonctionne chez eux, mais ça fonctionne pas chez le peuple. C'est-à-dire que le bas peuple ne bénéficie en rien. Rien n'est fait pour que le peuple reçoive même le peu d'espoir qu'ils avaient promis aux Ivoiriens là. Rien n'est fait pour que ces gens-là reçoivent ce peu d'espoir là. Parce qu'ils avaient tellement critiqué la gouvernance du président Laurent Gbagbo, oubliant que eux-mêmes ils étaient avec le président Laurent Gbagbo dans son gouvernement. C'est ça qui est la vérité. Gouvernement de réconciliation là, tout le monde était dedans. Les Bakongo, ils étaient dedans. Les Patrick Kachi, tout cela était dans le gouvernement de Gbagbo Laurent. Donc, ça veut dire que quoi? Au moment où Gbagbo Laurent travaillait pour que les Ivoiriens avancent là, eux, ils travaillaient pour que Gbagbo Laurent échoue. Pour que au soir des élections de 2011, au soir de sa gouvernance, on vienne dire que Gbagbo n'a rien fait. Pourquoi on accorde à Gbagbo Laurent un bilan zéro? Alors que nous étions tous contemporains, nous étions tous participants de la gouvernance de Gbagbo Laurent. Donc, l'échec de Gbagbo est attribué à nous tous. Parce que nous étions tous là. Mais on félicite aussi le gouvernement de Gbagbo Laurent parce que Gbagbo Laurent a pu éponger des dettes. C'est ça aussi qui doit être félicité. Le gouvernement de Gbagbo Laurent a pu éponger des dettes. Il n'a pas pris des dettes faramineuses, des dettes vraiment scandaleuses, des dettes qui coupent le souffle. Parce que Draman nous a dit que 6 milliards de dettes, c'est pharaonique. C'est vraiment... Pas 6 milliards, 6 000 milliards. Voilà, 6 000 milliards, c'est vraiment énorme que nos enfants vont payer, nos arrière-petits-enfants vont payer. Il a commencé à jeter l'opprobre sur cette dette-là. Mais lui, quand il vient, combien de dettes il prend? La dette que Draman a pris, aucun chef d'État ivoirien n'a pris cette dette-là. Mais lui, il est avec toutes ces dettes-là, alors que le pays n'est pas divisé en deux. Sous Gbagbo Laurent, le pays était divisé en deux. Sous Gbagbo Laurent, le pays était coupé en deux. C'est-à-dire que quoi? La partie sud travaillait, mais les autres parties occupées par les rebelles. Mais c'était eux qui prenaient, qui bouffaient tout. Donc sur Gbagbo Laurent, Gbagbo n'est pas un magicien. Gbagbo n'est pas un magicien, il travaille avec ce qu'il avait. Mais aujourd'hui, on compare tout à Gbagbo Laurent. On dit que non, Gbagbo Laurent n'arrive. Gbagbo Laurent est devenu le baromètre de la politique ivoirienne. Gbagbo Laurent est devenu le baromètre de leur échec. C'est pas Gbagbo Laurent. Parce que si vous aviez laissé Gbagbo Laurent travailler ne serait-ce que 5 ans, vous aurez vu au moins ce que Gbagbo Laurent aurait fait. Mais vous avez empêché Gbagbo Laurent de travailler même ne serait-ce que 3 ans. En 2 ans seulement de gouvernance. Mais les paysans étaient heureux. Les paysans, ils ont chanté, mais les paysans étaient à l'aise. Les paysans pouvaient scolariser les enfants partout. Les paysans pouvaient construire des maisons. Les paysans même, on donnait même, comme on appelle, on soutenait le président Laurent Gbagbo parce que les cacao Bosch étaient bien payés. Mais aujourd'hui, là, les cacao Bosch sont payés à combien? Alors que le Cameroun, eux, ils vendent pour peut-être à 5 000 ou 4 000 ou 6 000. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on a fait ça à 2 000 francs. C'est comme si on avait vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est honteux, c'est ridicule. Parce que la Côte d'Ivoire se sent mal. Quand on dit ils ont échoué, c'est tout ça l'échec. Parce que quand on parle de bilan inattaquable, mais ce bilan, il est très plus que jamais attaquable. Pourquoi on dit il est attaquable? Si le bilan était irréprochable, inattaquable, ils n'allaient pas venir aujourd'hui signer des partenariats avec Ocel pour vouloir aller se faire soigner, eux, les familles, à l'extérieur. Mais ils allaient au contraire eux-mêmes se faire soigner en Côte d'Ivoire pour dire que nous vous l'avons dit, nous vous l'avons dit à l'opposition et voici ce qui est fait parce que nous estimons que il faut joindre l'acte à la parole. Alors nous ne sommes pas comme nos prédécesseurs. Ce qu'on dit, on le fait, on se soigne en Côte d'Ivoire parce qu'on investit dans les hôpitaux ivoiriens, on fait former nos médecins ivoiriens. Alors ils sont à la hauteur, ils sont très compétents comme les médecins des autres pays occidentaux. Voici le vrai point. Mais à un moment donné, quand on se préfère soi-même, quand on travaille pour soi-même, quand on prend le contribuable ivoirien, on a assis dessus. Ce qui me fait le plus mal dans ce que, comment elle s'appelle, cette dame-là a lu, c'est-à-dire qu'aucunement, elle n'a parlé des Ivoiriens pour dire que quoi, nous faisons ce partenariat pour que, au cas où un Ivoirien vraiment démuni, n'ayant pas les moyens,
puissent aller se faire soigner gratuitement, bénéficiant par exemple d'un billet d'avion gratuit avec conseil pour nos populations. On allait les applaudir. On allait célébrer cette victoire. Mais ils n'ont pensé à personne, à part leur petite personne. Ils n'ont pensé à personne, à part leur petite personne. Pour dire que quoi? Il fallait que ça tourne autour d'eux. Encore une fois, eux. Parce que lorsque Dramane n'était pas au pouvoir, il a dit que quoi? Si lui n'est pas sur la liste électorale, si lui n'est pas candidat, si lui n'est pas président, la Côte d'Ivoire n'a pas le droit d'avoir un chef d'État. La Côte d'Ivoire n'a pas le droit d'être gouvernée, d'être tranquille, d'être calme. Alors il a envoyé la rébellion pour distraire, pour détruire la vie des Ivoiriens. Donc, tout tourne autour de M. Dramane. Tant que ça va chez lui et que ça va pour lui et ses compatissants et ses composants et ses adeptes, alors nous sommes dans un monde meilleur. Voici ça la solution qu'ils ont prévue pour les Ivoiriens. Mais cette solution n'arrange personne. Ça arrange que, oui, c'est pourquoi nous disons que, au jour d'aujourd'hui, là, la seule personne qui puisse aider les Ivoiriens à mieux se porter, à mieux se soigner, à rester chez eux, à ne plus partir à l'extérieur, son nom c'est le président Laurent Gbagbo. L'homme de la situation, l'homme de la solution, l'homme qui dit et puis le fait, l'homme qui raccroche à Obama, l'homme qui n'a pas peur de se faire assassiner, l'homme qui n'a pas peur de mourir sous des bandes assassines des Occidentaux, des Français, parce qu'il a choisi de faire la politique concourt des risques, alors il est prêt au risque pour le peuple ivoirien. C'est le président Laurent Gbagbo qui est la solution. C'est ça qui est la vérité. Donc, à un moment donné, quand des gens étaient à l'opposition, ils ont passé leur temps à prêcher, à mentir aux Ivoiriens, à faire miroiter un monde merveilleux aux Ivoiriens et qu'ils viennent au pouvoir, ils s'en rendent compte de la réalité parce que ce qu'ils font est en dysfonctionnement avec ce qu'ils ont dit au préalable et ce qu'ils font est contraire avec ce qu'ils avaient dit. Alors, à un moment donné, nous devons ouvrir les yeux pour dire que quoi? Gbagbo était mieux. Et que Gbagbo qui dit, je reviens aux affaires pour fixer les clous. Je reviens aux affaires pour dire non à la colonisation déguisée. Je reviens aux affaires pour visser les clous. Je reviens aux affaires pour détruire ce système France-Afrique là qui nous maintient dans la dette infinie, pour nous asservir. Alors je suis là pour que vous m'utilisez comme votre candidat. Je dis que c'est le président Laurent Gbagbo qui est l'homme de la situation parce que si le président Laurent Gbagbo est aux affaires, les Ivoiriens ne vont pas mourir sur des tables d'hôpital parce qu'il n'y a pas l'anesthésie, parce qu'il n'y a pas le compresse, parce qu'il n'y a pas un gant pour faire accoucher une femme à la maternité, parce que la vie, ça coûte cher. Une vie humaine partie ne peut être remplacée. C'est en cela que le président Laurent Gbagbo a négocié avec des personnes qui avaient toutes sortes d'âmes pour vouloir les liquider même les Ivoiriens parce qu'il a compris que quoi, la vie humaine est plus chère que tout. Donc pour dire que quoi, celui qui connaît la valeur de la vie, c'est cette personne que nous devons choisir pour notre pays. Parce que ceux qui ne connaissent pas la valeur de la vie, c'est ceux qui sont au pouvoir. C'est M. Alassane Dramane Ouattara et son clan qui sont au pouvoir, qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont aucune idée de la vie humaine et de la valeur de la vie humaine. Parce que eux, ils s'en foutent. Si 10 personnes meurent à Bobo, si 10 personnes meurent à Makori, si 10 personnes meurent à Tekoubé, c'est pas leur problème. Parce que le marché de, comment on appelle, Petit Lomé qui a brûlé, on sait qu'il y a des vies qui vont en partie, qui ne pourront pas supporter ce choc-là. Oui, il y a des parents qui vont vraiment perdre la vie. Mais eux, ils s'en foutent. Parce qu'ils ont fait des promesses à des personnes. Il faille tenir ces promesses. Voici la différence entre le candidat du peuple et le candidat des étrangers. Parce que le candidat des étrangers pense toujours à lui et sa famille et les étrangers qui l'ont voté, qui l'ont mis. C'est ça la différence. Donc moi, je dis pour chuter, je dis que quoi? Nous, les Ivoiriens, il est temps d'ouvrir notre yeux pour dire que quoi? La seule personne qui peut nous aider à sortir de cette situation, qui n'est pas tenue par les Occidentaux, qui n'est pas tenue par les Français parce qu'ils s'en foutent, il n'a pas de compte en Europe, il n'a pas de maison en Chine, mais il a sa petite maison à Mama et il vit chez lui à Mama. C'est le président Laurent Gbagbo qui est l'homme de la situation, celui-là même qui peut raccrocher à Obama, celui-là même qui peut dire, mon ami Bourgi dit à Sarkozy, je serai son Mugabe parce que je n'ai rien à foutre. Je veux vivre pour le peuple, permettre à ce que ce peuple-là parte à l'indépendance et à la souveraineté vraie pour qu'un Ivoirien puisse se soigner en Côte d'Ivoire, bénéficiant de sa carte CEMU. Ça, c'est la vision de Gbagbo Laurent. C'est ça qui est la vérité. Donc, je chute pour dire que quoi? Gbagbo doit être le candidat et le président de l'année 2025 parce que c'est lui qui peut permettre aux Ivoiriens la vraie liberté, la souveraineté vraie. Merci. Merci beaucoup, Ebaduela, pour ton speech, pour ton bon déroulé de la situation en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je suppose que c'est de bonne guerre. Hein. Voilà, le président Gbagbo est l'homme de la solution, est l'homme de la situation. Mais bon, nous, on a l'homme qui va fixer le clou. Voilà, le président Guillaume Kibafori Soro est jeune. Mais bon, bref. KGB, tu es là?
Kajibé, tu es là? Faut dire à tes parents souristes là. Et tes parents qui disent que tu es hybride là. Là, je suis là, mais donne-moi quelques minutes de temps que je vienne dans l'intervention. Ok, donc Soumaoro, vas-y. Oui, allô, bonjour, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. Vraiment, merci de m'avoir passé la parole. Vraiment, je suis... vraiment, quand tu écoutes les gens de RHDP, je sais pas, Kadia Kamara, c'est-à-dire c'était une insulte à l'endroit de la population ivoirienne. Ouais, c'était une insulte. Voilà, donc, parce que quand tu les écoutes, en réalité, c'est pour se moquer des Ivoiriens. Voilà, c'est leur communicant tous les jours où qu'on appelle leurs supporters RIDP n'ont pas encore compris leur stratégie en Côte d'Ivoire. En réalité, c'est pas pour aller se traiter qu'on appelle en France. En réalité, ils sont en train de préparer leur sortie. Ils sont en train de préparer au cas où. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Voilà. Sinon, quand ils se déplacent tout en longueur de journée pour aller ce qu'on appelle à l'extérieur, pour aller se faire traiter, ils n'ont jamais annoncé ça. Ils n'ont jamais dit que je vais en Amérique pour aller me soigner, ou je vais qu'on appelle en France pour aller me soigner, ou je vais au Maroc pour aller me traiter. Ils n'ont jamais dit ça à quelqu'un. Aucun de eux en Côte d'Ivoire là-bas qui ont leur famille qui se trouvent là-bas. Toutes leurs familles se trouvent qu'on appelle en Europe, en Amérique. Ils sont en train de fréquenter là-bas. Mais c'est pour dire aux autres qui n'ont pas encore eu qu'on appelle leur passeport diplomatique ou leur truc pour sortir en Côte d'Ivoire, c'est pour leur dire qu'ils n'ont qu'à venir prendre le rang pour leur passeport diplomatique. Voilà, au cas où, voilà, tout le monde peut sortir. Là, on va pas, ne venez pas nous dire demain on vous a oublié dans la merde. Donc, c'est tout simplement que ça. Sinon, à chaque fois, quand on parle de nos, qu'on appelle, de nos leaders ici, c'est eux qui viennent dire non, venez avec des projets, venez avec des bilans. Nous, on a des bilans inattaquables. Voilà. Donc, ils nous disent tous les jours qu'ils ont fait des ponts, les écoles sont en train de pousser, les maternités, les hôpitaux en train de pousser. Mais moi, j'aimerais attendre que les gars viennent nous dire que aujourd'hui, à partir de l'instant, il n'y a aucun officier ou officiel qui va sortir pour aller se traiter en Europe. On a fait une grande hôpital, je ne sais pas où, en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est hôpital, voilà, où tous les officiers ou officiers à les membres doivent venir se soigner. Mais c'est pas le cas. Mais on peut pas venir nous dire que on a signé une convention entre nous et puis des grands hôpitaux en France pour qu'on puisse aller se soigner là-bas. C'est pour dire que les autres Ivoiriens sont les sous-hommes. Les sous-Ivoiriens, c'est pas des vrais Ivoiriens. Voilà. Donc, c'est une insulte à l'endroit de la population. C'est tout simple, c'est simple que ça. Voilà. Donc, il faudrait que les Ivoiriens, ils n'ont qu'à essayer de comprendre. À partir de l'instant pour dire que aujourd'hui, ceux-là, ils sont pas avec nous. Ils sont là pour nous anarquer. Ils sont là pour prendre notre argent. Ils sont là pour ils sont là pour eux, leurs poches et leurs familles. Voilà. Ils sont pas là pour nous. Voilà, si ils sont là pour nous, ils vont jamais faire cette déclaration, ils vont jamais faire cette truc. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire à les Ivoiriens, ils n'ont qu'à se réveiller. Le sommeil là, quand ça devient trop long, c'est pas bon et tu finis souvent par t'emporter à l'hôpital. Ils vont t'emporter à l'hôpital. Donc, il faudrait qu'ils se réveillent pour qu'on fasse un combat. Parce que ceux-là, ils ont, ça dit c'est déclaration d'échec, ils sont en train de dire. Ils ont échoué. Parce que tu ne peux pas construire des hôpitaux ou des maternités dans les villages, il n'y a pas de matériel dedans, c'est comme tu n'as rien construit. Voilà, quand on construit quelque chose, c'est avec tous ces équipements au bord. Voilà, tu ne peux pas construire et puis il n'y a pas de matériel dans l'hôpital. C'est que ça sert à quoi de construire l'hôpital? Il n'y a pas de matériel. Donc, c'est une insulte à l'endroit de la population, c'est simple que ça. Voilà, donc, il ne faudrait pas que les gens n'ont qu'à s'asseoir pour les regarder, pour dire, parce qu'on les a dit, ils viennent de dire que, nous, on est prêts à partir avec toutes nos familles. Voilà. D'ailleurs, les familles sont pas là, comme j'ai dit. Voilà, c'est pour dire, ceux qui n'ont pas encore leurs familles en dehors, à l'abri, venez prendre les passeports pour que vous faites sortir vos enfants, vos familles,
Voilà, là, on va essayer de voir ici comment ça va se passer. Voilà, mais ça ne va pas se passer comme ça. Voilà, nous, on est là pour veiller sur le grain. Voilà, donc, pour chuter, je voulais finir par dire, aujourd'hui, même chez moi je viens de Odéné, même chez moi, aujourd'hui, on a ces problèmes à Odéné, il n'y a pas de matériel dans les hôpitaux, il n'y a rien. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Jusqu'à Odéné, il n'y a rien, il n'y a pas de route. Mais ils vont nous faire croire, tu sais, en réalité, eux-mêmes, ils voient qu'au nord aujourd'hui, qui disent que c'est leur bastion, c'est leur base, ils savent qu'aujourd'hui, ils ne sont pas aimés, ils sont détestés dans le silence. Ils savent. Donc c'est pourquoi ils sont en train de préparer tout simplement pour sortir de la Côte d'Ivoire. C'est un échec pour eux. Voilà, donc vraiment, je chute par là pour dire que nous, on ne doit pas abaisser nos bras. On doit continuer le combat pour aller jusqu'à la gare, comme le KGB dit. Merci. Merci beaucoup, Soumaoro. Donc, le RDA et nous, c'est jusqu'à la gare. Merci beaucoup. Hendrix, on peut t'écouter. Bonjour, vous m'entendez bien, j'espère. 5 sur 5. Ah, enfin, Jean, je mets une voix sur ce nom qui me fait des cadeaux toujours. Salut, camarade. Merci bonjour. pour les cadeaux que tu m'offres toujours quand je suis en live. Merci beaucoup. Oh, d'accord, ok, de rien, c'est parce que vraiment tu es très convaincante, très pertinente, et puis ça motive en tout cas, un peu, comme d'ailleurs le bon nombre de personnes qui sont sur ce panel. Je dis bonjour à tout le monde, et je dirais vraiment Dieu merci. Il y a des personnes comme Emmanuela, comme Étoile, comme KGB, comme Soudé, comme Zié, en tout cas comme tous ceux qui sont sur ce panel, et je dis vraiment Dieu merci. Parce qu'imaginez-vous, si on était tous abrutis, comme les militants de ce gouvernement-là, comment est-ce qu'on allait tout prendre, que ça nous fasse du bien ou du mal, sans même discuter? Quand j'ai écouté cette nouvelle aujourd'hui, je me suis dit, mais attends, il faut quand même un petit savoir-faire, en plus de ne pas avoir le savoir-faire, parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire même que vous pouvez garder carrément au secret pour vous. En plus de, mais ça m'a pas étonné quand j'ai vu qu'il y a la tête du Sénat. En plus de ne pas avoir le savoir-faire, on n'a pas le savoir-être, et puis on démontre même qu'on a un mépris pour la population. Un vrai mépris. Parce que ça, c'est un exemple qui montre qu'on n'est pas là pour vous. On est là pour nous. C'est nous d'abord. Sinon, comment après toutes ces dettes, après c'est tout ce qu'ils ont fait comme propagande pour dire que l'IDH a eu, en tout cas, se porte mieux. On a avancé au niveau de l'IDH. On dit toujours construction de routes, d'écoles, d'hôpitaux, tout ça. Mais je crois que, tel que M. Zier, il a dit tout à l'heure qu'il y a souvent ou bien je sais pas si c'est M. Ibra qui nous avait fait écouter une vidéo où M. Serogium parlait de patients fantômes dans les hôpitaux. Si on le pouvait, on allait les attendre devant ces hôpitaux-là pour les refouler, parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Ils sont bien conscients qu'ils n'offrent rien de bon à la population. Et pour nous narguer, pour montrer encore qu'ils ont du mépris, ils nous font savoir que eux ils utilisent l'argent du contribuable pour pouvoir s'offrir certaines facilités de voyage et d'aller se faire soigner. Donc, ils sont bien conscients que quand ils tombent malades, ils ne doivent pas se faire soigner dans le pays où ils disent qu'ils ont créé tout le développement. Et ce qui me paraît encore plus... Bon, enfin, avant, je pouvais être surpris. Mais quand je vois des gens qui justifient ça, qui essaient de nous faire comprendre que c'est normal, je me dis vraiment, dans la vie, il faut faire attention aux gens avec qui tu marches, il faut faire attention à tes amis. Parce qu'il y a des niveaux, excusez-moi du terme, de stupidité là, je pense que ça peut être contagieux. Ça peut être contagieux. Moi, je suis content aujourd'hui que le président Soroguium soit sorti de ce truc-là. Je suis content. Je suis pas là pour juger, pour critiquer quelqu'un, mais je suis content. Je suis content que ce monsieur-là soit dans le combat actuel. C'est-à-dire le combat du président, le combat que mène le président Babo Laurent et tous ces opposants-là qui sont bien éveillés, pas des opposants qui sont souvent dans une opposition et qui sont souvent avec le parti au pouvoir. Bon, on les connaît. Mais je suis vraiment content. Et je suis content qu'on ait des personnes aujourd'hui qui réfléchissent comme ça et qui animent ce genre de panel-là
où on va faire comprendre aux générations actuelles, aux jeunes surtout, que nous sommes face à des gens qui ont du mépris pour la population. Je ne sais pas si une carte RDR ou RHDP va nous permettre aussi d'avoir ces facilités-là. Ça, si je parle à leurs militants, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si quand tu as Odiéné à Kourogo, que tu tombes malade, c'est un hélicoptère qui va venir te chercher pour t'envoyer à l'hôpital américain parce que tu supportes le pouvoir en place. Même si on dit que vous ne réfléchissez pas assez, quand il y a des évidences là, il faut au moins parler à ceux que vous adulez, que vous vénérez. Il faut au moins leur parler parce que ça va pour tout le monde. Mais heureusement que tout cet art qu'ils sont en train de nous présenter aujourd'hui, ça nous démontre encore plus les signes de la fin, les signes d'un départ, les signes de quelque chose de provisoire qui va s'estomper maintenant. Qui va s'estomper maintenant. On le voit. On le voit même quand le chef même ne sait pas s'il va nous dire s'il est là ou s'il n'est plus là. Ça se voit. Et moi, je suis bien content pour ça. En tout cas, je vous remercie infiniment pour le moment que vous m'avez permis de pouvoir m'exprimer. Vraiment, que Dieu bénisse tout le monde sur ce panel. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que vraiment, cette fois-là, il nous a permis de voir le mal. On est bien conscient qu'il le dégage maintenant de notre pays et qu'il mette à la tête de ce pays-là des gens qui aiment le peuple et des gens qui seront susceptibles de pouvoir nous donner une bonne Côte d'Ivoire unie, mais pas des gens qui vont encore venir nous démontrer du mépris. Ça, j'ai la foi. Je parle même plus d'eux parce que leur règne est terminé. Ils peuvent monter, raconter ce qu'ils veulent, c'est-à-dire avoir leur feuille de route là, vomir parce que dès qu'ils font quelque chose, on leur donne la feuille de route, on leur dit voilà ce que vous devez aller dire. On leur donne ça carrément. Et puis ils vont dire, mais quand ils finissent de parler, je ne sais pas s'ils sont schizophrènes, ils oublient qu'ils sont dans le même pays, ils ont les mêmes situations. Et c'est les mêmes là qui les méprisent, qui ne s'occupent même pas d'eux. Comment dans un pays actuel, pour être au bon niveau, il faut que tu sois abruti, il faut que tu aies des idées médiocres, il faut que tu fasses la propagande de tout ce qui n'est pas permis de faire pour qu'on te félicite. Pendant que quand tu as les qualifications requises, l'intelligence requise, on pense que tu es méchant, que tu n'aimes pas ceux qui sont là, on te voit automatiquement comme un ennemi. Pendant que vos opposants vous voient comme un adversaire, vous les voyez comme des ennemis. Vous les voyez comme des ennemis. Mais vraiment, cette fois, c'est terminé. C'est terminé parce que ce niveau de mépris là, quand ça arrive là, ça veut dire que vous n'avez plus d'autre issue. Ça veut dire que Dieu lui-même, il vous a donné l'opportunité de vous racheter, mais vous êtes tellement méchant dans le fond que vous avez décidé de continuer dans cette méchanceté. Et c'est ça qui va vous perdre. Moi, je dis aux gens là qui supportent aujourd'hui RDR, HDP, je pense qu'après le mois d'octobre, je ne sais pas si vous serez apatride politique, parce qu'avec le niveau d'intelligence, de propagande, c'est-à-dire d'analyse que vous démontrez chaque jour, je ne sais pas quel parti politique il va vouloir marcher avec un esprit pareil. À moins qu'on vous fasse vraiment, je ne sais pas quoi, une cure de désintox. Vraiment. En tout cas, je vous remercie et si j'ai l'opportunité encore, je dirai d'autres choses. Sinon, s'il y a d'autres personnes, ça ne me gênerait pas que vous me descendez. Merci. Merci beaucoup, Andris, pour ton allocution. Merci beaucoup. KGB, est-ce qu'on peut t'écouter? C'est bon? Est-ce que KGB est open? KGB? Est-ce que KGB est là? KGB n'est pas là. Moi, en vrai de vrai, ce qui me fait mal, hein, dans tout ce que, bon, ça me fait pas mal, mais ça me pince un peu, c'est que toute cette lutte que nous sommes en train de mener là, ces personnes-là vont... Conseil, pourquoi tu es comme Michel? Est-ce que tu n'as pas à côté de mon téléphone? Conseil, pourquoi tu es Conseil, pourquoi tu es comme Michel? Ton réseau, il est mauvais même. Il est mauvais ton réseau. C'est pour ça que j'ai dit pour le moment, je ne peux pas trop. C'est pour ça que je peux pour le moment pas trop. Je suis en train de bouger. Tant que j'arrive dans un bon coin, je pars. J'ai tapé conseiller. Conseil, il faut jeter KGB. D'accord, c'est pas tout. On ferme ton micro maintenant, le boss. Merci.
Donc moi, je dis ce qui me fait mal, au fait, dans tout ça, c'est que toute cette lutte que nous sommes en train de mener, et avec tout le déni, tous les insultes que nous recevons, ces personnes-là vont profiter aussi quand la Côte d'Ivoire sera bien. C'est-à-dire que ils vont profiter du prochain président qui va venir, qui va mettre en place un bon système de santé, un bon système éducatif, un bon système social. Ils vont profiter de ça aussi. C'est-à-dire que ils ont passé tout le temps à combattre, mais quand ça va porter fruit, les fruits, là, ils vont manger aussi. Et c'est ça qui est pénible au fait Non, dans le truc, quoi. non, j'ai dit, non, ça doit être une fierté pour toi, au fait. Parce que c'est ça aussi, ton leader dit. Voilà, tout le monde doit bénéficier. Voilà, toi, nous, on sera sacrifice pour eux. Voilà, c'est ça aussi la fierté, quoi, ma sœur. Oui, oui, je sais que c'est une fierté, mais bon, arrivé un moment quand on est tout le temps sacrifice pour les autres, c'est-à-dire que pendant qu'on est en train de se casser la tête et des choses qui sont tellement évidentes, ils ont la possibilité de comprendre parce que c'est plus des enfants. Ils ont la possibilité de comprendre. Et malgré que nous sommes en train de continuer dans ce périple-là où c'est encore difficile, c'est encore eux qui nous mettent les bâtons dans les roues. C'est vrai que je serais fière que le combat aboutisse et je suis fière parce que le combat est en train d'aboutir. Mais faudrait que ça serve aussi d'exemple. Nous n'allons pas tout le temps être des sacrifices pour certains. Il faut qu'arrivé à un moment donné, on puisse comprendre que ce qui est le plus important là, c'est la nation. Peu importe notre bord politique, peu importe d'où nous venons. Mais la Côte d'Ivoire là, c'est quelque chose que nous avons en commun. Aujourd'hui là, les personnes qui sont censées sortir pour aller se soigner là, mais ce ne sont pas les citoyens lambda. Est-ce que quand Kandia Camara est en train de parler là, est-ce qu'elle a dit que c'est un Ivoirien qui habite par exemple à Bongolo dans mon village qui va aller prendre, qui va monter dans un avion gratuit pour aller se faire soigner? Est-ce que tous nos frères qui se débrouillent au Maroc aujourd'hui, qui essaient de grouiller pour avoir ne serait-ce que le minimum pour pouvoir aider la famille, est-ce qu'aujourd'hui là, c'est pas eux qui subissent le fait qu'on mette un visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, quelque chose qui n'était pas là? Et eux, là, ils ont la facilité d'avoir des visas pour venir se faire soigner en Côte d'Ivoire, pour venir se faire soigner en France. Est-ce que ça, on a besoin d'expliquer aux gens? Est-ce qu'on a besoin de se faire harakiri pour qu'eux, ils puissent comprendre ça? C'est ça, ça devient pénible d'arriver à un moment donné. Donc, il faut qu'on comprenne que c'est la Côte d'Ivoire qui est importante. C'est la Côte d'Ivoire. Parce que si la Côte d'Ivoire va bien, là, c'est tous les plus de 20 millions d'équerres d'Ivoiriens qui seront bien. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, là. Mais ce n'est pas pour Étoile. Ce n'est pas pour, ni pour Soulé, ni pour Never, ni pour toutes les personnes qui sont sur le panel, ou même les personnes même qui sont en train de tapoter. Mais c'est pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. C'est pour nous tous. C'est pour les enfants qui vont venir demain. C'est pour les enfants de nos enfants. Pour ne pas que eux, là, ils s'asseyent demain pour dire, ah, mon père ou ma mère, qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Et puis aujourd'hui, je suis en train de subir. Parce qu'aujourd'hui, là, tout ce que nous sommes en train de subir, là, c'est les décisions que nos prédécesseurs ont prises. Mais quand ils étaient en train de prendre ces décisions-là, nous, on n'était pas nés. Mais on subit les conséquences de leurs actes. Donc, c'est important qu'on comprenne que le pays, là, est primordial. Les pays que nous envions, l'Hexagone où nous mourons sur la Méditerranée ou dans le désert pour venir là. Mais c'est parce qu'ils ont réfléchi comme ça. Ils se sont dit, bon, arrivé à un moment donné, on s'est tapé dessus, on s'est fait la guerre. On a fait la guerre, c'est vrai. On n'a qu'à s'asseoir et puis on va développer. Parce que nous avons une chose en commun. Le plus important là, c'est nos pays, c'est nos États. Et même quand ils veulent venir attaquer nos pays en Afrique, mais ils font des coalitions. Comment vous pouvez comprendre que des gens qui ne se sont pas aimés, qui ont passé tout leur temps à se faire la guerre, quand il s'agit de venir déstabiliser l'Afrique, mais ils se mettent tous ensemble parce qu'ils ont compris que la force de tout le monde, là, c'est ce qui permet d'aboutir quand on mène une lutte. Parce que c'est ce qui est important, c'est l'objectivité que la lutte là va nous apporter. Aujourd'hui, là, si on se lève pour aller attaquer, par exemple, l'AES, c'est un exemple que je donne. Mais ça va permettre, parce qu'ils disent l'Afrique c'est l'avenir. Donc si on va déstabiliser par exemple l'AES, ça va nous permettre de pouvoir tirer les ressources. Et les ressources là, quand on les tire là, on partage le butin entre nous. Donc les gens arrivent à penser collective. C'est à quel moment nous allons commencer à penser collective? C'est à quel moment nous allons commencer à penser à notre pays d'abord, à nos États d'abord, à nous d'abord. Parce que, je ne sais pas, mais l'Africain aime tout le monde, sauf lui-même. Sauf lui-même. C'est l'Africain qui peut regarder son propre parent en train de souffrir et puis va aller aider l'autre. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut penser comme ça. Donc, ça me fait mal. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler.
D'autres vont nous insulter. D'autres vont dire, oh, vous racontez des bêtises. Vous racontez des... Mais quand la Étoile Côte motion. d'Ivoire... Étoile motion. Donc, tu aurais souhaité qu'on gagne la victoire. Là. Ça veut dire qu'on les sélectionne et puis ils ne bénéficient pas aussi dans les Non, airs mais bien les moutons. Là. faudrait que beaucoup d'entre eux puissent servir de leçon. Tu sais qu'en Occident, bon, en France par exemple, il y a des sorciers. Mais on a pris des sorciers avant là, pour les mettre au poteau. Ça a servi Oui, de Jeanne leçon. d'Arc et consorts. Ça a servi de leçon pour qu'aujourd'hui, là, Oui, on ne Jeanne voit d'Arc, ça pas. a servi de Tu leçon tu vraiment. comprends? En Afrique, on a tellement la facilité de passer l'éponge sur certaines situations que ça fait qu'on est obligé de se répéter. On se répète à chaque moment. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que ces gens-là puissent exister ou quoi que ce soit. Mais je suis en train de dire que ce qu'ils sont en train de faire, en voulant essayer de nous mettre les bâtons dans les roues, mais ils sont en train de mettre des bâtons dans les roues à la vie de millions de personnes. C'est-à-dire que quand ils posent des actes, ils ne pensent pas que ces actes-là auront des répercussions sur des millions de personnes. Et c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommageable. Parce que quand tu penses, quand tu t'assois et puis tu réfléchis, tu te dis que le combat que le président Gbagbo l'aura en train de mener, le combat que le président Guillaume Soro est en train de mener, où ils sont persécutés de jour en jour, et eux-mêmes là, ils n'ont plus de vie de famille. Vous pensez que c'est à cause de quoi? C'est à cause du pays. Et ce pays-là, s'il n'y a pas des personnes pour parler là, mais en ce moment-là, est-ce qu'on pourrait être un État? Est-ce qu'on pourrait être une nation? Faudrait qu'on arrive, on commence à penser nation. Faudrait qu'on arrive à pouvoir penser. C'est-à-dire qu'on peut dire que on ne s'aime pas, on va se déchirer, on va s'entretuer. Mais quand il y a des sujets aussi sensibles, comme la santé là, faudrait être en mesure de dire, oui, président, on te vénère, oui. Mais ça là, où tu es en train de toucher là, tu es en train de toucher même à l'essence même, de notre nation. Et on devait tous se braquer, même si c'est pas à 100%, mais au moins à 75%, à 80%, se braquer. Parce qu'il y va de l'avenir des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, c'est très important. Voilà. Donc, never give up. Je te passe la passe. Mais j'ai voulu dire au-delà, je n'ai pas trop entendu never. What happened? À quoi? Never n'est pas là. Bon, j'ai connu. Je ne sais pas si tu as un autre élément à jouer. Non, j'ai pas un autre élément à jouer. Et je vais insister si ce que je disais là. Il faut pointer du doigt sur le chaos qu'il prépare. Parce que il y a l'impression que je suis le seul qui souligne, qui dit ça réellement ici. Depuis un moment donné, le RDA a commencé à financer. Si, Emmanuela, truc à faire. Mais faut dire ça un peu, ça m'enjaille trop quand tu dis, s'il te plaît, faut dire un peu. Laisse tomber, on va avoir les milliards, laisse tomber. Le RDA a commencé à financer sur le chaos. Ils ont commencé à financer sur des badous. Ils ont commencé à financer sur ce qu'ils réservent aux Ivoiriens. Parce qu'ils savent que politiquement parlant, là, ils seront battus à plate couture. Quand vous écoutez Adjomani, vous écoutez Kanja Kamara, ajoutez à ça la réunion qui a été tenue par des loubas du RDA, où ils attendaient le ministre. Quand vous mélangez tout ça, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que le RDA ne viendra pas vous dire. Excuse-moi de te couper. Donc, ça veut dire que les billets que, quand il y a à manager, là, les personnes avec qui ils ont fait réunion, là, eux aussi, ils ont leur part dedans, quoi. Ça veut dire qu'eux aussi, ils vont sortir du pays pour aller se soigner, quoi. Non! Ou bien eux, ils comptent pas dedans. Eux, ce sont les sacrifices. Les gens comme les gens qui ont déjà poussé. Eux, ils sont faits pour rester sur le terrain. Ils sont faits pour terroriser le peuple ivoirien. Et n'échappez pas de vue l'initiative qui a été prise par le gouvernement. L'initiative qui a été prise par le gouvernement en instaurant un visa. Un visa en sens unique entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. En réalité, comme ils se sont rendus compte qu'il n'y a que eux les militants là, il n'y a que les militants là,
qui sont prêts à aller prendre l'eau pour partir, pour aller en Europe. Parce qu'ils en ont marre du développement. Et comment faire pour les maintenir en Côte d'Ivoire? Pour que les élections passent. Pour que les élections, pendant les élections, ils restent en Côte d'Ivoire pour mener la lutte avec Ouattara. Le visa qui a été instauré là n'est pas pour rien. C'est fait pour recaler les Ivoiriens. C'est-à-dire que pour recaler les militants, les propres militants là, c'est pour les garder pour les événements qui arrivent en 2025. Donc on ajoute ça. Quand on ajoute ça sur le fait que eux-mêmes ils viennent nous dire qu'on ne se déguise pas pour sortir cette fois-ci. Quand on te dit ça, naturellement, tu dois te dire qu'ils sont en train de préparer eux-mêmes quelque chose. Sinon, qu'est-ce qui se passe pour qu'ils viennent nous dire on ne se déguise pas pour sortir pour fuir la Côte d'Ivoire? Quand ça va commencer, c'est facile là. Regardez bien les propos. Les propos sont tellement clairs. Quand ça va commencer, c'est facile là. On ne se déguise pas pour sortir du pays. Mais qu'est-ce que vous préparez? Et vous nous donnez ce genre de propos là. De se croire quelqu'un qui est en fonction. Quelqu'un à qui, sur la même, c'est-à-dire que, qui est encore en fonction, qui tient ce genre de propos là, mais il doit être condamné. Dans un pays sérieux, lui là, il démissionne. Tu fais ça en Angleterre, tu dis ce genre de propos. Motion, est-ce que c'est pas parce que ils savent qu'ils se sont eux-mêmes promis de ne pas mettre le nom du président Laurent Gbagbo et du premier ministre, M. Soro Guillaume, sur la liste électorale. C'est ça qui est le chaos là. Donc, ils savent que si rien n'est fait à ce propos, bien évidemment que nous allons vraiment dans une crise au fait. C'est ça qui est le chaos là. Et ça serait fait sciemment de ne pas les mettre sur la liste électorale. Sauf que le chaos là, il n'est pas préparé par l'opposition, mais par eux au fait. Oui. Et le truc est que, depuis un moment donné là, eux-mêmes où ils sont là, ils prient Dieu que, avant les élections, quelqu'un puisse aller salir son nom sur eux. Ils vont chanter encore tentative de coup d'État, sûreté de l'État, tous les conneries là. Ils vont prendre ça comme bouclier. En 2020 là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils savent que quand on dit tentative de coup d'État, sûreté de l'État et tout ça là, quand on dit tout ça là, ils savent que ça freine l'opposition. Il n'y a pas quelqu'un dans l'opposition qui veut qu'on l'accuse d'un tel truc. Donc à chaque fois là, 1, 2, 3, ils sortent, ils disent ça. 1, 2, 3, ils sortent, ils disent ça. Ça vous freine dans votre élan. Ça vous freine dans votre élan parce que personne ne veut qu'on l'accuse d'un tel truc. Et ils ont utilisé cette stratégie-là. Mamadou Touré a dit ça sur TV5 que l'opposition veut faire un putsch. Et Mamadou Touré a dit ça ici en France cette semaine-là. Voilà. Voilà. C'est une stratégie. C'est une stratégie pour vous maintenir dans la peur. C'est une stratégie de métier. C'est-à-dire que ils vous mettent dans un truc, d'un narratif, d'un discours. Et puis vous êtes là maintenant. On regarde. Et quand eux, ils sont prêts à faire de la violence, quand eux, ils sont prêts à faire de la violence là, ils s'adonnent à quelle joie. Ça trouve que eux là, ils vous ont déjà freiné. Ils vous ont déjà freiné. Ce qu'ils redoutent le plus là, c'est la sortie de l'opposition, la marche de l'opposition, la marée populaire. C'est ça là qu'ils redoutent. D'ailleurs, ils ont répondu à l'ONU par rapport concernant la marche de l'opposition. Ils ont répondu à l'émissaire de l'ONU que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas contre les marches, mais qu'il faut que l'État donne son approbation. C'est-à-dire qu'ils ont bandit, je crois, l'article 11 ou si j'ai bonne mémoire, l'article 21, je me rappelle plus trop, mais ils ont bandit cette Non, on va pas article-là attendre approbation. à l'émissaire. En fait, approbation, oui ou non là. c'est pour dire que ça va dans la lancée de ce que le ministre Mamadou Touré a dit sur France 24 ou je sais pas sur quelle chaîne. Approbation, oui ou non là. Approbation, oui ou non là. Dès lors que le pays est braqué par quelqu'un illégal, par quelqu'un qui n'est pas légalement au pouvoir, dès lors que le pays est braqué par ce monsieur là, on attend quelle légalité? Nous tous on est dans l'infraction.
Nous tous là, on rentre dans les sanctions. Autant de RDA, ils n'ont jamais attendu l'approbation. Hein. Ils ont fait avec ça. Hein. Dès lors que le pays est braqué par un délinquant, tu veux que le délinquant fasse la loi? Le délinquant doit faire la loi. Le délinquant ne fait pas la loi à ce moment. Nous tous là, on se met dans la même posture. Raison pour laquelle je vous interpelle si la convention qui a été signée. On ne se met pas dans la même posture. Nous, on est dans une posture de vouloir régulariser le droit. Voilà, si le délinquant, lui, il va contre le droit, ben, c'est notre devoir, nous, de nous braquer devant lui pour lui dire non, il faut que tu fasses le droit, il faut que tu fasses la loi parce que nous sommes régis par la démocratie. Non. Moi, sur ce point-là, je soutiens Zier dans sa thèse. Et toi, le filan, mais quand le délinquant vient avec la violence, là, mais tu vas avec la violence d'abord. On n'est pas face à un délinquant ordinaire. Je viens. Je suis en train de dire la même chose que Zier. Mais Zier dit, dans ce cas-là, on se met au même niveau que le délinquant. Sauf que... Je vais plus développer ça. Oui, je sais, mais sauf que notre revendication, elle est légitime. Donc, dès l'instant que notre revendication, elle est légitime, on ne peut pas dire que nous sommes pareils que le délinquant. Non, je ne dis pas qu'on est pareil, j'ai dit... Mais quand un fou, quand tu te bats un fou, là, tu ne le conseilles pas, tu te bats aussi. Le truc, c'est quoi? Je ne dis pas que nous sommes illégaux, dans l'illégalité. J'ai dit nous sommes face à quelqu'un qui ne respecte pas le droit, qui ne respecte rien, qui n'écoute rien. Il vit et il respire par la violence. Et face à un gars comme ça, la révolte est de droit. Voilà. Donc, du coup, c'est quoi? Il ne va pas venir nous donner le tabouret. C'est à nous d'aller le chercher. Et en allant le chercher là, il va y avoir des choses. Il faut que les gens comprennent face à qui nous sommes. Il faut que les gens comprennent la peur qui anime les gens qui sont au pouvoir là. C'est ça qui les pousse à la violence. La peur qui les anime à travers leur comportement, ce qu'ils ont fait et qui ne peuvent plus revenir en arrière. C'est ça qui les anime. Écoutez Kandja Kamara, quand Kandja Kamara disait que si Ouattara quitte le pouvoir là, eux ils deviennent quoi? Cela veut dire, les propos de Kandja Kamara veut dire qu'elle a peur. J'ai peur. Le pouvoir dont on a réclamé là, c'est fini maintenant. Et c'est fini là. Ce qu'on a fait aux gens là, ils risquent de venir se venger contre nous. Elle dort et ça, elle se réveille et ça. Cette peur là, elle dort et ça, elle se réveille et ça. Donc il faut comprendre par là, les Adjomani qui s'expriment, qu'à part Ouattara là, il n'y a pas quelqu'un qui peut lever sa main pour dire les candidats. Mais ce Adjomani là. Ce jour-là, si tu as vu le visage d'Adjomani face aux journalistes, on dirait qu'il va disparaître de la chaise. Il est dans la chaise là, il bouge dans la chaise là de partout comme ça. On dit, mais et toi, toi tu veux pas être candidat. Il dit, et toi, toi tu veux pas être candidat. Il dit, non, moi je veux pas. Il dit, c'est trop pour moi, que c'est le président seul, Ouattara seul. Il dit, qui suis-je? Moi, un petit professeur. Il dit, ça dit tout ce que le président Ouattara lui a fait là, que lui, ça le suit comme ça. Il dit, c'est grâce au président Ouattara que lui, il a connu le poste de ministre. Donc, il peut pas rester. Clairement. Ça veut dire que Ouattara est le plus intelligent au RHDP. Mais Ouattara l'a dit. Exactement. Ouattara dit la première constitution, qu'il n'y a personne qui connaît la constitution que moi. C'est pas Congo. Ouattara dit, je me promène une constitution dans ma poche. Il n'y a personne qui connaît la constitution que moi. Bakongo dit que vaut lui son intelligence devant les paroles du président. Voilà. Il faut comprendre par là que Ouattara les tient. Ouattara les tient par une chose. C'est que tous ces gens-là, Ouattara les a encouragés à détourner l'argent de la Côte d'Ivoire. Ouattara, il est malin, hein? Ne jouez pas. Hein?
il les encourageait, les Adjomani, les Bakongo, les Kandja Kamara, tous ceux-là, les Mamadou Touré là. Il les a d'abord mis en erreur. Et quand ils détournent comme ça là, il les encourage. Il dit non, il n'y a pas de problème, tu me donnes 5% et trucs. Le reste là, il n'y a pas de problème. Et trucs. Mais le jour où tu vas ouvrir ta bouche pour parler de lui, son fauteuil là, c'est ce jour-là tu vas connaître la merde. Tous ceux qui ont tenté là, où ils sont aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Tous ceux qui ont tenté, ils sont où aujourd'hui? Adama Bitogo qui a voulu tenter là, il n'a pas envoyé sa famille devant la justice. Pendant cette période, Adama Bitogo n'a pas maigri. Adama Bitogo qui a tenté là, il n'a pas reculé. Vous voyez Adama Bitogo bavarder trop encore. Il est Bitogo là, comme ça. voilà, Bitogo là, est-ce que vous le voyez bavarder encore? Il a été mis à sa place. Je crois qu'il est sorti pour parler. Je crois que c'est lui-même qui a demandé à Bridoumi d'aller faire face à la justice et un truc comme ça. La dernière nouvelle. Je sais pas Par si tu as rapport appris à ça. son zèle d'avant, le zèle, le guindé Bitogo qui répondait à tout et n'importe quoi, qui Non, voulait mais prendre la ils ont- place d'un bac là. Ça a ils ont- cessé un peu au fait. Ils lui ont cassé ses ailes. Voilà. C'est clair. Emmanuel, tu as touché un point. Dès que Ambak est parti là, il voulait se jouer au président de la jeunesse d'une manière. Oui, moi je le suivais, je regardais sa manière de marcher, non? Il voulait, Ça me faisait rire. dès lors qu'il a commencé ça là, ils ont envoyé les renseignements chez Ouattara là-bas. Pour lui, ton petit là, il a agité. Hein. Où il a agité. pris la confiance. Et quand même, là, Bitogo lui-même a parlé de sa posture, Jean lui veut montrer qu'il est présidentiable et tout ça là. On dit, bon, toi, tu as fait 1, 2, 3 tours à la justice là. Et on va faire sortir tes petits trucs là. Mais Il où il a dit, pris, où il a pris, où Dieu, il lui, a mais pris il a eu la la chance confiance. qu'il n'a pas été fiolé, quoi, au fait. Où Mais il a pris il la- a vite fait, il a eu beaucoup de chance, il a vite fait marche arrière. Où il a pris la confiance, même juge, c'est quand il a gagné les élections à Yopougon, là. Parce qu'il aimait bien crier ça, Yopougon de Gbagbo, là, j'ai été élu là-bas. Donc, si j'ai été élu à Yopougon de Gbagbo, ça voudrait dire que les Ivoiriens sont capables de m'écouter. Parce que Yopougon, c'est pas n'importe quel fief. C'est quand même un grand fief. Donc, il s'est dit que s'il a pu avoir Yopougon, c'est qu'il peut avoir le palais. Ouais, il est parti à Yopougon avec du financement. Il est parti avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour aller acheter la conscience des jeunes là-bas. Pour aller acheter la conscience des gens là-bas. Voilà comment il procède à Yopougon. Quand il rentre dans ta maison, il laisse ses empreintes là-bas. Ça, c'est vérifié. Yopougon, là, c'est ma zone. Il laisse ses empreintes là-bas. Ça veut dire que quand il rentre là, il cherche à vous corrompre dans votre maison. Effectivement, c'est le rôle d'Ahmed Bakayoko là, il veut jouer. C'est ça, il veut jouer. Mais Ouattara l'a mis à sa place tout de suite. Ils l'ont fait rappeler que Ahmed Bakayoko lui-même là, il était là, mais il est parti. Donc, Adjama, si le journaliste lui pose la même question qu'ils ont posée à Djoumani, là, peut-être lui va fondre dans la chaise, là. Il va se lever, il va dire, bon, si c'est question qu'on tu veux me poser là, moi, il m'avait. Donc, il faut comprendre par là. Il faut comprendre par là que, hein, ils peuvent pas montrer leur mécontentement à Ouattara. Mais Ouattara est trop gourmand. Ils sont obligés de crier le nom de Ouattara. Mais eux-mêmes là, ils veulent le fauteuil là. Ils veulent le fauteuil là. Je vais vous expliquer pourquoi ils veulent. Quand ils se sont associés pour écarter le président Guillaume Soro, ils se sont associés, en bas, les Kandja Kamara, et tous les boys là, ils se sont associés. Ils ont mis pression, ils ont fait tout Alors ce que tout cela, c'était des gens qui respectaient beaucoup Soro, hein. Il dit, ils savaient. Tu sais pourquoi ils ont écarté Soro? C'était ses coursiers. Tu sais pourquoi ils ont écarté le président Guillaume Soro? Parce que sa présence, tant qu'il est là, ils ne peuvent pas se permettre d'être arrogants comme ça, là. Non, mais il faut laisser arrogant, mais ils ne peuvent pas se permettre de détourner. Voilà, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Donc, il fallait les écarter. Il fallait les faire détester par Ouattara et les écarter. Une fois écartés, là, maintenant, chacun va vouloir chercher à se faire plaire par Ouattara.
Ça, c'était le deuxième combat. Après avoir fini d'écarter le président Guillaume Soro. Et quand ils ont réussi, bon, je peux dire réussi, bon, parce que plus qu'il est parti. Il est parti. La guerre entre eux-mêmes maintenant. Entre eux-mêmes là. Entre eux-mêmes là. Chacun cherchait maintenant à se faire plaire à Ouattara. Par rapport au troisième mandat que Ouattara lui-même il guettait. Et Ouattara, quand il cause à lui là la nuit là, il prend pour lui là pour aller dire à l'autre là le matin. Il prend pour l'autre là le matin pour aller dire à l'autre là la nuit là-bas. Donc eux-mêmes là, ils se regardaient maintenant à chien et chat maintenant. C'est là où nous on prend notre cul, on met dans nos bouches et puis on les regarde. Le premier qui avait sorti sa tête, ils ont allumé ça en même temps. Parce qu'après le départ du président Guillaume Soro là, ils ont commencé à mener une enquête sur Ahmed Bakayoko. Ils ont commencé à mener une enquête sur lui là. Non, non, c'est fini, hein. C'est fini. Et cette enquête-là a suivi de quoi? Un fiolage expresso. Et c'est eux-mêmes qui ont liquidé Ambak, parce que si Ambak tombait, eux tous ils tombaient, au fait, dans cette histoire de narcotrafiquants. Mais c'est ce que... Mais j'ai dit, c'est eux-mêmes là. C'est eux-mêmes là qui ont entrepris tout ça. Et ça s'est terminé par un fiolage expresso. Et l'autre qui était assis à l'Assemblée nationale là, qui lui-même, c'est-à-dire qu'il ne pensait même pas à lui-même sa propre vie là. Il est malade, mais il vient, il traîne là. Lui aussi là, Vaouan. C'est pas ses métiers. Oui. Lui aussi, c'est pareil, quand le président Guillaume Soro est parti net, c'est lui qui a pris le fauteuil là. Au lieu d'aller bien se djégayer avant de venir s'asseoir, non, lui, il est venu en même temps, il s'est assis. Bon dia. Mais lui, il vient de Séguéla, non? Quel Séguéla? Non, viens de faire que champion. Non, je parle de Soumaoro là, lui vient d'où? Il venait d'où? Il vient de Séguéla, Makono. Voilà, c'est ce qu'elle t'a dit là, parce que moi je l'ai vu à Séguéla. Voilà. Lors d'un meeting, je l'avais vu là-bas. Même, voilà. Donc, ils ont commencé à s'allumer entre eux là-bas. Maintenant, à un moment donné, ils ont vu que il y a trop de pertes. Hein. Il y a trop de pertes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dosé. Ils ont dosé pour le moment. Sinon, eux tous là, il n'y a pas un qui ne veut pas au fauteuil là. Parmi eux tous là, il n'y a pas un. Mais ce qui a fait qu'ils ont dosé là, c'est que si Ouattara n'est pas là par exemple, les moutons ne vont pas suivre. Les moutons là, ils ne vont pas suivre. Par exemple, si on mettait Patrick Hachi, ça va diviser le truc. Si on mettait, parce que après Ouattara là, soit Ambak, soit Amadou Gon Coulibaly, peut-être ils allaient suivre. Mais les Patrick Hachi, les Adjomani, les Kandja Kamara, les trucs là, ils vont pas suivre. Mais j'ai Begré Mambé. Quel Begré Mambé même là, ils vont jeter ça à la poubelle même. Ils vont pas suivre. Parce qu'ils sont foncièrement tribalistes. C'est-à-dire que ce sont des gens là. Il faut que ça soit quelqu'un avec qui ils étaient dans la même maison pour qu'ils suivent la personne. Ils sont comme ça. Personne ne pourra changer ça. Ils sont comme ça. Donc Ouattara joue sur ce truc là. Et puis lui-même il vient encore à la dernière minute, il dit bon, je me porte bien, je suis vivant et tout ça. Il joue sur ce truc là. Et toujours à la dernière minute, il vient dire bon, à défaut de tel, à défaut comme ça, et puis lui-même il se positionne. Pour Ambak là, ça a été précipité parce que Ouattara ne s'est pas caché sur le sujet de Ambak. Il a clairement dit Ambak n'est pas connu. Ambak lui-même était agacé par rapport à ça. Un jeune homme, il dit un jeune homme, il y a un jeune homme là mais n'est pas assez connu. Alors que Ambak est connu que lui-même. Plus que lui-même. Et ce qu'il voulait dire. Voilà. Ambak est connu que lui-même jusqu'à. Voilà. Donc, ceux qui sont là, ce sont des effrayés, des traumatisés de Ouattara. Ils sont effrayés. Quand on regarde l'attitude d'Adjomani, c'est clair, il est effrayé.
Il est effrayé. Je faut dire ce que tu dis. On va tout faire et puis moi fioler Bitogo un peu. Tous 2 jours là, on va dire Bitogo, il doit être le candidat du RDA. Donc il est effrayé. On va l'accompagner. Les Mamadou Touré, tout Là, tu veux cela. exposer Bitogo. Les Mamadou Touré, tout cela, ce sont des gens effrayés. Ils ne peuvent pas prendre l'initiative. Ils n'ont pas le cœur du président Guillaume Soro. Juge, Oui. faut leur dire ce que Adjoumani va nous dire après le pouvoir Ouattara. Toi, la voix met Drazi dans la tête, avec le parler ici. Dis, faut leur dire ce que Adjoumani va nous dire après le pouvoir de Ouattara. Ah, c'est ça. C'est ce que j'en venais. Adjoumani là. Celui qui veut n'a qu'à parier. Après la chute de Ouattara, après Ouattara là, Adjoumani viendra nous dire que lui il est en train de lancer les alertes, mais le peuple ivoirien. Mais tu connais sa fille. Il va nous dire ça. Celui qui veut n'a qu'à parier. Adjoumani là, il accroche son habit où le soleil brille. Il viendra nous dire, quand j'ai dit que il y a personne qui peut lever sa main à part Ouattara là. Il était en train de vous dire qu'on était dans une dictature. Adjoumani là, il va venir nous dire ça. Il va venir nous dire, alerter le peuple ivoirien. Je disais les choses, même quand je disais non, moi je ne veux pas le pouvoir et tout ça là. Quand il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas le pouvoir, mais quand je dis ça là, je vous alerte pour dire c'est grave. L'heure est grave. Adjoumani va venir nous dire ça. Il ira en prison, mais s'il viendra dire qu'il va aller en prison. Il viendra nous dire ça. Parce que c'est quelqu'un là, il pense qu'à son ventre. Il pense qu'à son ventre, Adjoumani là, il pense qu'à son ventre. Et il veut être sous chaque pouvoir là, il veut être là, Non, il va dire que c'était un cri de détresse que j'ai lancé, mais les Ivoiriens ne comprenaient pas. Les Ivoiriens ne comprenaient pas. Que moi-même là, j'étais pris en otage. Effectivement, ce sont des otages. Eh ben, un otage avec un compte en banque bien garni. Ah, un otage qui nous nargue matin, midi, soir. Ok, bon ben les gars, je vais vous laisser. Ok. Merci Emmanuela. On a fait pratiquement 4 ou 5 heures de live. Oui, il faut essayer de clôturer le panel là. Ouais, il y a un qui vient de monter, il faut que lui prenne la parole. Voilà. Et puis on va... Voilà, et puis on va clôturer. C'est bon comme ça pour aujourd'hui. Fostro. Ouais, faut dire et puis on va sinon. Bonsoir les frères et sœurs. En tout cas, je peux dire bonjour. Parce qu'il est 2 heures maintenant. Au fait, moi je ne vais pas trop parler. Vous avez déjà tout dit. Je ne fais que commenter seulement. Vous avez déjà tout dit. Mais c'est mon frère Zié qui était à m'énerver depuis là. Voilà pourquoi il était là encore. Je t'ai donné le vrai nom de ce gars-là. Mais tu dis Ouattara, ça m'énerve. Faut lire mon commentaire, tu vas voir son nom à l'état civil, c'est pas Ouattara. Morancy Draman. Il a vu. Morancy Draman. Il s'appelle Bagbamele Mogoshi Draman, c'est son nom à l'état civil. Ça veut dire, j'ai écrit ça, c'est son vrai nom qui est là. Tu sais, c'est quelqu'un là, vraiment, vous avez tout dit déjà, vous avez tout dit. Mais ce qui me fait mal, au fait, je comprends pas quelque chose. Comment on peut te payer pour aller détruire ton propre pays, là où tu manges, où il y a toutes les ressources, où toi-même tu peux t'en sortir facilement. À des gens là, tout ce que vous avez cité les noms là. La question c'est de savoir est-ce que c'est son pays. Comment? Je dis la question c'est est-ce que c'est son pays. Je viens dessus. Et toi, l'autre, Soudra ou bien, c'est Zié qui a raison. C'est pour vous dire que ces gens-là. Attends, j'ai non, elle met trop de drap. Tu sais, Gigi. Le beau, faut laisser notre soeur. Non, j'ai jeté son code. Elle se met sous drap là, je ne sais pas qui l'a pris en otage. Le beau, faut laisser notre soeur. Nous, c'est bon, on barre pour le pays. Ok. Je vais dire que ces gens-là, comme ce n'est pas les pays là, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, il y a des Ivoiriens conscients encore qui les suivent dans ça. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Soit ils ont faim, ou bien qu'est-ce qui ne va pas. Ou bien ils sont possédés. Oui, je ne comprends pas. En fait, depuis que je vous écoute, c'est Nancy. Voilà, ça me travaille la tête. Tout ce que vous dites là, c'est des trucs de sagesse, c'est des paroles même. C'est pourquoi depuis ils sont en train de commenter sur moi. Sinon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Non, ne les dédouanez pas. Quand vous dites c'est Nancy là, vous les dédouanez.
Ce sont des gens Voilà. qui ont les deux testicules bien remplis, bien conscients. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont Ils des savent. copines, ils ont des femmes. Ils savent, ils finissent à checker 100 francs. Ils savent ce qu'ils font. Émotion, les gars. Pardon, donnez-moi une minute d'émotion pour moi, il y a des sons. J'ai dit, Ok, si c'est d'accord. pas Nancy, comment tu peux comprendre que le marché brûle? Ça veut dire qu'ils ont tout perdu et puis ils disent, on a tout perdu, c'est pas grave. Mais papa, non, pas ça y est. C'est pas Nancy qui fait ça. Non, non, c'est la haine de son prochain, là. La haine de son Zier. prochain, là, l'empêche. La haine de son prochain, là, l'empêche. Le fait de penser que Laurent Gbagbo risque de venir au pouvoir, là, ça l'empêche de raisonner. Parce que quand tu fais du mal, et puis, tu as l'impression que celui à qui tu fais du mal, là, Dieu est en train de chercher à le faire avancer toujours, là. Toi-même, là, tu commences à avoir peur. C'est ça qui est dans eux. C'est ça qui est dans eux. Le retour triomphal du président Guillaume Soro. Le président Laurent Gbagbo, qui est en train de faire un travail phénoménal. Ça là, ça les fait peur chez eux. Et eux là, ils sont déjà avancés dans leur haine. Ils ne peuvent pas faire marche arrière encore. C'est pas Nassidi, hein. C'est leur propre haine là qui les détruit comme ça là. Au risque où eux-mêmes là, quand ils brûlent dans l'enfer, ils brûlent, leur marché brûle là. Ils sont obligés de continuer à rester dans l'enfer de Ouattara. Dans la bêtise humaine. Voilà, ils sont obligés. C'est la haine qu'ils ont envers les autres là. C'est ça qui les pousse à faire ça. Ce sont des grands garçons, hein. Faut pas les dédouaner. Il faut vraiment les chicoter, faut pas les dédouaner. Voilà, moi je suis pas là pour les traiter. Donc, ils ont les quoi, les milliards. Comment tu dis, s'il te plaît, il descend, faut dire, Pierre descend, pardon. On est dans les milliards, les milliards. Ouais, vous savez, il y a quelque chose qui me fait un peu rire. Par rapport au nom de Gbagbo sur la liste, là, vous savez. Étoile, il faut prendre le panel dans 2 minutes. Merci. Voilà. Bon, tout à l'heure. Ceux-là, je comprends pas. Parce que tu dis que tu n'as pas peur de la personne. Maintenant, pourquoi tu refuses de mettre son nom? C'est ce que je comprends pas. Tu n'as pas peur de lui et puis tu refuses de mettre son nom. C'est la partie-là, maintenant, je n'arrive pas à comprendre. Tu vois? Donc, c'est un peu ça, quoi. Il faut être RHDP pour comprendre ça. Il faut être RHDP pour comprendre ça. Bonne journée à vous, tout le monde. Hein. Il fait dire bonne journée à tout le monde. Bonne journée et puis merci. On a fait un panel. Merci beaucoup. Never give up. Je t'ai pas trop attendu aujourd'hui. Hein. Tu m'as entendu, mais c'est parce que peut-être que... Non, aujourd'hui, tu n'as pas trop frapponné. Il a parlé un peu, parce qu'il y avait des gens aussi qui disaient des choses vraiment, des choses pertinentes. Donc, quand c'est comme ça, il faut les laisser parler. C'est vraiment important de laisser les gens s'exprimer, témoigner, tout ça. Sinon, le sujet, il est vraiment, vraiment intéressant. Non, on va prendre au moins une semaine sur ça, là. Sinon, c'est trop facile, on peut pas laisser ça. Non, moi, il ne peut pas laisser ça, hein, franchement. On peut pas laisser ça. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Oui, il faut qu'on communique sur ce truc, parce qu'il y a des Ivoiriens qui souffrent. On dit ces papiers génie, là. Qu'est-ce que c'est chez vous, là-bas, ça quitte? C'est comment? Moi, je suis étonné. Je regarde le papier, je regarde pour Abidjan, il n'y a pas de différence. Ah, on dit c'est chez vous, là. On y a rempli le conteneur de papier génie. Je ne sais pas. Elle est chez combien de fois, là, celle-là? Je ne sais pas. Mais il y a quoi dans le papier? Il y a odeur, je ne sais pas. Je ne sais pas. On t'écoute, Étoile. Voilà, donc prenez vos 30 secondes, 1 minute pour chuter. Gigi. Ok, moi, il y a parlé en même temps. Enfin, en fait, moi, j'exhorte tout le monde. Hein. Vous savez que vous me connaissez. Vous savez que le GPS, c'est ma famille. Et je suis le président Soro. Et j'exhorte tous les Ivoiriens. Si vous n'avez pas d'informations, allez quand même vous informer sur la page officielle de notre leader. Parce qu'il développe certains points importants des problèmes qui minent notre pays. Surtout la santé. En tout cas, il a des solutions qui peuvent nous aider. Vous connaissez notre leader. Vous savez que c'est quelqu'un qui dit tout haut ce qu'il pense. Et il fait ce qu'il dit. Ça, vous pouvez pas lui enlever ça. Donc, j'exhorte tout le monde à aller sur sa page. Il communique à travers sa page. On n'invente pas ici. Nous, on fait la même chose. On va sur sa page, on prend les informations et on vient vous donner les informations. Donc, on vous exhorte à aller sur sa page. Allez vous informer sur la santé. Il a un programme qui est très bien détaillé. Donc, allez vous informer et cherchez aussi à adhérer au GPS parce que c'est le parti de l'avenir. Il va régler tous ces petits problèmes aujourd'hui, des petits soucis qui minent notre société, qui font qu'aujourd'hui nos parents ne sont pas à l'aise. Toutes ces choses-là, adhérer au GPS. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bonne nuit à vous. Merci. Bonne nuit. Donc au GPS, c'est Jack Daniel, vous buvez quoi? Comment ça? Où tu as vu ça? Oh, toi, tu t'as allumé d'un magnum de Jack Daniel la dernière fois. Jack Daniel? Qui t'a...
Jack Daniel qui garde voir des gens là, c'est ça vous buvez au GPS avant quoi? Non, tu as vu ça où même? C'est ça qui m'étonne. Ça va pas nous encourager à venir au GPS, hein? Oh là là, à demain. Ok, Il n'y a pas de radouin. à demain. À demain, Zach. À demain, Zach. Ok, il n'y a pas de souci, toi. Zach, Kevin, t'as du mot. KGB. Ouais, À demain, à nickel. vous. Merci. Ouais, À demain, à nickel. vous. Merci.